Salut à tous et bienvenue pour le 156e numéro d'Orjeu Capital, le podcast qui parle de l'actu du PSG et aussi qui débriefe bien évidemment ces matchs. Et aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est évidemment le match qui a eu lieu hier soir entre le Van Olympic Club, je crois que c'est comme ça qu'on dit, face au Paris Saint-Germain, équipe de National 2, victoire du Paris Saint-Germain 4-0 avec un triplé d'Mbappé et un but et une passe décisive de Presnel Kimpembe. C'est assez rare pour le souligner. Avant de vous présenter mes camarades du jour, je tenais déjà à vous souhaiter une excellente année 2022, la santé évidemment, du bonheur pourquoi pas, et un peu de réussite, ça fera pas de mal. Voilà, le message est passé. Et évidemment, on espère beaucoup de titres pour le Paris Saint-Germain en 2022, évidemment. Il est temps pour moi de vous présenter les trois titulaires du jour. Pour commencer, le titulaire indiscutable, hein, comme je l'ai dit assez souvent, celui qui n'est jamais à l'infirmerie, qui est toujours dans la feuille de match, sur la feuille de match, c'est Yacine Amned. Salut Yacine. Ouais, merci au coach de me titulariser à chaque fois. T'es en forme, hein, contrairement à certains, donc on te titularise. Voilà. Ça, c'est normal. Ça va bien, Yacine? Ouais, bien. Meilleurs vœux à tout le monde. Voilà, et puis j'en profite tout de suite pour remercier tous les gens qui nous commentent à chaque podcast, etc. Donc voilà, leur souhaiter à tous une bonne année, une belle année et tout ce qui va avec. Voilà. Très bien, Yacine. Écoute, les auditeurs entendront ce message et c'est au tour de Vincent Chaudel que je présente. Je ne sais même pas si je dois te présenter, Vincent. Tu es un habitué du podcast, de la chaîne Paris United. Vincent Chaudel, super sub, spécialiste du sport, de l'économie du sport, fondateur de l'Observatoire du sport business, un compte qui est très suivi sur Twitter. Salut Vincent. Ouais, écoute, est-ce que ça va? Est-ce que les fêtes se sont bien passées? Bonjour à tous, bonne année et puis bon vaccin pour ceux qui l'ont, ou bon Covid pour ceux qui l'ont. En tout cas, moi je l'ai eu en asymptomatique et bon voilà, donc ça c'est fait. Voilà, et oui, donc mais normalement ça y est, hein, t'en es sorti, je crois, tu m'as dit. Hein, oui. Quasiment sur du négatif là. C'est ça maintenant. Eh ben, tant mieux. Et pour ma troisième camarade du jour, c'est une première pour elle. Pour ceux qui ont Twitter et qui suivent, pour les supporters du PSG, certainement vous la connaissez. Son pseudo sur Twitter, c'est Fouteuse. Salut Fouz, comment tu vas? Salut, bonne année à tous, ça va bien. Je viens de finir ma troisième dose, moi, aujourd'hui. Donc, je récupère. Donc, merci de me titulariser en Coupe de France comme les jeunes, dont on va parler après. Ouais, c'est un peu ça. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. On est très heureux de t'avoir, Fouz, pour ce podcast. Tu as des avis assez tranchés. Tu es vraiment une vraie et ancienne supporter du Paris Saint-Germain, un peu comme Yacine d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, c'est l'anniversaire de Joël Batz aujourd'hui, pour ceux qui aiment l'histoire du PSG. Même si maintenant il est plus rattaché à Lyon qu'à Paris, mais c'est vrai que c'était un gardien emblématique du Paris Saint-Germain. Et je disais, Fouzia, que tu es une habituée des travées du Parc des Princes depuis très longtemps. Et que tu as pour idole, tu as deux idoles, il me semble, hein, Fouz. Tu me dis si je me trompe. Hein. Il y a d'abord le légendaire Mustapha Daleb. Oui. D'accord. Et Marco Verratti, bien évidemment. Alors, comme tu as souligné qu'on n'était plus très jeune avec Yacine, entre les deux, il y en a eu pas mal. Il y en a eu pas mal entre les deux. Alors, effectivement, vu que je suis supportrice du PSG, Daleb, c'est plus mon histoire. C'est pas quelqu'un que j'ai vu évoluer au quotidien comme j'ai vu évoluer d'autres joueurs, mais c'est vraiment très rattaché. C'est mon lien avec le foot et avec mon père et ma famille. Donc, c'est le côté héréditaire du foot. Et ensuite, après, j'en ai eu d'autres. Hein. J'ai eu des Ronaldo, des Baggio, des choses. Et en ce moment, effectivement, mon chouchou, au PSG, c'est Verratti. Alors, Fouzia, pour te faire enrager un petit peu, j'ai dîné avec Daleb le mois dernier. Ouais, j'en parle pas. Mais j'ai eu la chance de le rencontrer il y a 2 ans quand il a reçu un prix à Saint-Germain-en-Laye par le maire, un citoyen d'honneur, où je ne sais plus quel était le titre exact. Donc, il y avait eu beaucoup d'anciens à l'époque qui étaient venus de sa génération, qui étaient venus lui rendre hommage. Et c'est vraiment quelqu'un qui est très humble, qui n'aime pas la lumière, qui fait beaucoup de choses en Algérie en étant dans la lumière. Et je trouve que c'est un beau personnage, en plus du joueur qu'il a été, du symbole qu'il a été pour toute l'Algérie et le foot et le PSG. C'est vraiment une belle personne, je pense.
Je Eh confirme. ben, écoute, c'est parfait, Foudia. Ça, les gens fait connaissance avec toi. C'est la première pour toi. On est très heureux de te recevoir. Puis j'espère qu'il y en aura d'autres comme ça. Inch'Allah. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, les amis. On va parler. Alors, rapidement, c'est vrai, c'était un peu comme le 32e de finale face à Fini. Enfin, chaque fois, j'oublie. Féni Aulnois. Féni Aulnois. On va surtout s'attarder aujourd'hui sur la titularisation des deux Titi, enfin pas Titi parisiens, parce que concernant Simons, il a été formé à Barcelone, mais des petits jeunes, Simons et Édouard Michu, qui ont été titularisés hier et qui ont joué toute la partie, qui ont fait un très 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 bon match. Enfin, selon moi, vous me donnerez vos avis votre avis sur le sujet. Donc, je le disais, c'était une victoire 4-0 du Paris Saint-Germain. Donc, c'était une rencontre après une trêve internationale sur un terrain un peu difficile puisqu'il y avait beaucoup de pluie hier. Et le PSG a été plutôt sérieux hier. C'était pas un grand match, mais il a été sérieux. Il a respecté l'adversaire. Je le disais, 4-0. Globalement, un petit tour de table. Pour un match de reprise, qu'est-ce que vous en avez pensé? Allez, je te donne la parole, Fouz, pour ta première. Bah écoute, de bon augure pour 2022. On a connu des matchs où on était en difficulté, donc voir des buts, voir des belles choses avec les jeunes, voir un Verratti en forme, voilà, on peut pas forcément tirer de grandes conclusions comme c'est vu le niveau de l'équipe en face, mais des belles choses, donc positif. Très bien. Yacine? Ouais, moi je pense qu'il y avait. Bon, déjà, ce qui est bien, c'est que le PSG ne se fait plus peur sur ce genre de match depuis longtemps, parce qu'on a connu quand même des moments historiques. Donc, ça, déjà, c'est plutôt bien. En fait, il y avait un doute sur les 2 jours d'entraînement, sur le côté athlétique, etc. On a été plutôt rassurés, à part la petite alerte avec Kierer. Ouais. Et globalement, on a été rassurés de ce côté-là. Tu as fait le travail, tu as lancé quelques jeunes. Bon, on va dire que c'est la bonne soirée pour se remettre en route, quoi. Vincent, j'imagine que depuis ta chère et tendre Normandie, tu as suivi le match de Coupe de France. Qu'est-ce que tu en as pensé pour un match de reprise? Bon, c'était face à une Nationale 2, mais le PSG a été plutôt sérieux hier soir. Oui, bah, je n'ai pas dénoté de ce que vous avez dit. Ce qui me semble intéressant, effectivement, c'est que pour le coup, alors ça peut interroger, mais quand il y a une seule grande star et en gros 10 joueurs qui font le travail, on trouve une organisation assez intéressante, mais Yacine pourra développer ça mieux que moi. Et peut-être que là, pour le coup, on a quitté 2021 avec des inquiétudes sur la façon dont le PSG jouait. C'est pas effectivement une grande opposition, mais c'est un début 2022 plutôt intéressant à ce niveau-là. Très bien, Vincent. Et comme je vous le disais en préambule, on va revenir sur le match précisément d'Édouard Michu qui était hier, lui, Yacine, au milieu de terrain. Simons, lui, était un peu plus haut, un poste inhabituel, même si Pochettino avait déjà fait jouer à ce poste-là, au poste d'ailier droit. On l'a vu aussi parfois redescendre pour toucher des ballons. Ce petit Édouard Michu, Yacine, c'est pas mal au milieu. Hein. T'as noté dans ton papier d'après-match que même si en première mi-temps il avait joué plutôt simple, mais qu'il était monté crescendo et qu'en deuxième mi-temps il avait même pris ses responsabilités. Et surtout, on a remarqué que dès qu'il avait le ballon, un peu comme Simons avec le 32e de finale, c'est un milieu de terrain qui joue constamment vers l'avant. Et ça dénote un peu des milieux de terrain qu'on a d'habitude, Yacine. Ouais, parce que faut jamais oublier qu'ils sont passés entre les mains de Thiago Motta et que tous ont été marqués par le passage de Thiago Motta pendant leur formation. Et évidemment, comme par hasard, on retrouve certaines caractéristiques de Thiago Motta, à savoir l'orientation du corps, les prises de balles, la simplicité dans le jeu. C'est pas des joueurs qui sont pas techniques ou qui savent pas dribbler, mais c'est des joueurs qui favorisent la passe, l'orientation du corps et le minimum de touches de balle pour donner de l'accélération au jeu. On l'a vu sur Simon, surtout en première mi-temps, où quand il prend le ballon, il est souvent bien orienté, mais surtout ses passes, elles sont claquées pour donner du rythme. C'est pas des passes à 3 mètres, en gros, je te donne le ballon, je l'ai pas perdu, c'est vraiment pour créer quelque chose. Pour Michu, évidemment, c'est première mi-temps, je trouve que c'est un peu normal parce que c'est sa première titularisation et dans ces cas-là, en plus, contre une Nationale 2, c'est encore un contexte encore différent, c'est la coupe.
il y a l'idée de se dire, bon, faut pas que je sois celui qui va faire l'erreur et qui va un peu rendre le match compliqué. Donc, tu es dans la simplicité, il y a aussi un peu de stress. Bon, après, on va pas se mentir, quand tu as Verratti derrière toi, c'est toujours plus agréable et plus simple que si tu avais Danilo. Voilà, je veux pas. C'est comme ça. Donc, évidemment, il a été plus facilement jouable, trouvable, mais lui aussi s'est très bien déplacé pour être jouable. Et il s'est pas caché. Il s'est souvent mis dans les bons intervalles, etc. Et en première mi-temps, il a joué très simple. On avait l'impression qu'il voulait se rassurer. Et puis, en seconde période, je trouve qu'il a eu une vraie montée en puissance, notamment dans ce qu'on reproche à beaucoup de joueurs au PSG, ce fameux contre-pressing, où à la perte de balle, il n'a pas hésité à avancer sur le porteur de balle, à très vite venir au contact pour empêcher cette première relance, même si Van jouait bas parce que les circonstances, c'est Van et qui ne pouvait pas faire grand-chose de plus. Mais voilà, il a fait le travail dans l'activité. Il est aussi au relais de l'action du but d'Mbappé avec le geste de Verratti. C'est lui qui donne à Simons pour aller trouver Mbappé. Voilà, moi je l'ai trouvé bon. Et comme je l'ai dit dans le papier, comme je l'ai dit sur Twitter, le truc c'est toujours de se dire, il a été bon, ok c'est une National 2, on peut toujours inventer des contextes. Après le truc c'est qu'on a aussi vu des joueurs se rater contre des National 2. Donc on ne peut pas toujours dire c'est une National 2, c'est une National 2. Le truc c'est qu'il a été bon. Pour ceux qui suivent les jeunes, on savait qu'il avait des qualités. Voilà, on n'est pas en train de dire que ce sont des cracks, lui notamment. En tout cas, il mérite d'avoir du temps de jeu parce qu'on a envie de les voir en Ligue 1 et on a aussi envie de les voir parce que c'est là qu'ils vont progresser. On le répète souvent, malheureusement, le PSG joue tous les 3 jours, donc les séances d'entraînement, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est en match que tu vas progresser. Ils ont montré qu'ils pouvaient intégrer le groupe. Voilà. Même question, Vincent, et même un peu plus. Hier, on a vu le talent de ces deux jeunes joueurs, Simons et Michu. C'est aussi important, Vincent, pour le Paris Saint-Germain d'essayer de sortir chaque année des jeunes joueurs de son centre de formation. Alors, c'est vrai qu'ils ont peu de temps de jeu au Paris Saint-Germain. C'est pas un club qui est fait pour donner du temps de jeu aux jeunes. En tout cas, c'est un peu plus compliqué qu'ailleurs. Mais c'est aussi important pour le club de chaque année de sortir des jeunes joueurs de centre de formation. Alors, on le voit souvent, Vincent, hein, en général, ils sont assez vite vendus et parfois très bien vendus, mais c'est aussi important de les faire briller sur certains matchs. Alors oui, déjà le premier point pour Michu, c'est dommage, il aurait même pu marquer et l'air de rien, à quelques centimètres près, ça peut changer. Je dis pas que ça aurait changé sa carrière, mais ça aurait été encore mieux pour lui de repartir de ce match avec un but. Au-delà de la blague ou au-delà du détail, oui, c'est très important pour les clubs comme le PSG d'avoir des jeunes. Parce que en fait, il y a une règle, je pense que Yacine, tu la connais, qui s'appelle la règle des joueurs formés localement. C'est-à-dire que dans la compétition européenne, tous les clubs doivent présenter 8 joueurs formés localement, dont 4 idéalement formés au club. Alors, et considérer joueur formé localement un joueur qui, entre 15 et 21 ans, a passé au moins 3 ans dans le pays ou 3 ans dans le club. Par exemple, Fabregas était un joueur formé localement pour Arsenal, alors qu'il est espagnol. Voilà. Donc ça, c'est important parce que Mbappé ouais. est devenu un joueur formé au club. Oui, il est considéré comme tel, ouais, c'est vrai. Oui, parce que c'est au moins 3 ans dans cette période de 15 à 21. Donc ça, c'est important. Donc ce critère-là est à retenir et donc oui, il faut avoir ce genre de joueur. Seulement le problème, c'est que quand on est dans un club comme le PSG, mais comme Manchester City, comme le Real, alors pas comme le Real, je vais expliquer après pourquoi. Il y a une exigence assez forte et c'est compliqué de donner du temps de jeu à ces joueurs-là. Alors je dis pourquoi pas comme le Real exactement, parce qu'à ce niveau-là, on arrive au-delà du problème du club sur l'organisation du pays. C'est-à-dire que le Real et le Barça, qui ont cette exigence aussi de très haut niveau, ont une différence avec les clubs français notamment, c'est que en Espagne, il est possible d'avoir une réserve qui joue en deuxième division. Et donc, quand tu es dans un club qui a sa première au top et la deuxième en deuxième division, par exemple, eh bien, tu peux t'entraîner tous les jours de l'année avec les cracks
et jouer un cran en dessous le week-end, ce qui n'est pas très grave. Le problème en France, c'est que si tu t'entraînes tous les jours avec Mbappé, Neymar et Messi, et le week-end, tu vas jouer où? Tu vas jouer 3 ou 4 divisions en dessous. Ouais. C'est ça le problème. Et donc, aujourd'hui, le système espagnol permet à des clubs comme le Barça ou le Real d'être des grands clubs formateurs, toujours, parce que leurs jeunes, ils peuvent les garder. Et quand tu t'appelles PSG, que tu as des jeunes de qualité qui toquent à la porte et que tu peux pas leur donner du temps de jeu, enfin, où c'est difficile. Ce match de Coupe de France, il tombe à point nommé pour les jeunes, très bien. Mais quand les stars vont revenir ou sont déjà arrivés ou vont sortir de leur confinement ou de leur Covid, évidemment que le coach doit préparer le huitième de finale. Donc c'est à eux qu'il doit donner du temps de jeu et pas aux jeunes. Et c'est là où ça devient compliqué pour eux. Et donc, c'est pour ça que c'est compliqué pour ce genre de club de conserver ces très bons jeunes. Ils peuvent conserver les cracks, parce que les cracks vont pouvoir s'imposer ou vont être plus faciles à intégrer. Mais un bon joueur, qui pourrait peut-être devenir très fort s'il avait plus de temps de jeu, ça va être compliqué. C'est naturellement compliqué. T'as coupé ton micro. Oui, pardon, j'avais oublié. Parce je crois qu'il y a un de mes voisins qui passe la tondeuse, donc j'avais peur que ça s'entende. Je disais merci Vincent. Fouzia, même question. Est-ce que toi, d'abord, tu as été heureuse de voir ces deux jeunes titularisés et en particulier sur le match de Michu, est-ce que tu as apprécié sa prestation pour une première titularisation cette saison? Écoute, moi je partage un peu les constats de Yacine, donc j'aime bien voir de belles choses et c'est vrai que dans leur jeu, au-delà de leur performance réussie ou pas, mais dans les intentions, je suis contente de ce qu'ils ont proposé. Je suis contente aussi, moi je les connais pas, je suis pas quelqu'un qui suit le scoutisme, etc. Donc je ne connais les joueurs que réellement quand ils arrivent au PSG, donc en équipe première. Voilà, non, pas forcément. Tu vois, je les connais de Youth League, par exemple, en U19. C'est comme ça que je les vois. Et moi, j'étais surprise parce que Simons, par exemple, quelqu'un, comme on le présentait avec le côté star et tout, à quelqu'un de nonchalant un peu sur le terrain, etc. Et je suis agréablement surpris de leur engagement, d'une certaine forme d'abnégation, de simplicité, comme disait Yacine, de simplicité dans le jeu, mais même dans l'attitude, de ce côté volontaire. On a vraiment l'impression qu'ils sont très impliqués et très appliqués aussi. Qu'ils ont vraiment envie de bien faire et de se faire remarquer. Et je trouve que ça, dans une attitude de jeune, tu peux pas espérer mieux. Bon, après, ça marche ou ça marche pas, mais déjà dans cette attitude, cette volonté, il y a l'aspect défensif que j'apprécie beaucoup. Il l'a pas trop souligné, Yacine, mais le fait de s'impliquer, de revenir, etc., ça m'a beaucoup plu. Donc, je suis toujours contente qu'ils puissent avoir leur chance. Mais là où je rejoins Vincent, c'est qu'effectivement, c'est compliqué quand tu as un effectif au PSG où tu as déjà des pros. Pour moi, tu as déjà un certain nombre de pros, de gens confirmés, et au poste, aux lignes auxquelles ils jouent, ça peut devenir très vite compliqué d'avoir sa chance. Donc, quand tu en as une, et c'est ce qu'ils ont fait hier, quand il y en a une, il faut montrer de belles choses, et c'est ce qu'ils ont fait. Et ça aurait été bien qu'ils puissent conclure par un but, par exemple, marquer le coup encore plus fort. Mais au-delà des deux que tu as cités, moi, Michu, je suis contente parce que ça fait un partenaire supplémentaire à Verratti, ou en tout cas la promesse d'un partenaire agréable pour Verratti. Mais même si tu vois des Dina Ebimbe ou même un Nuno Mendes qui est pas forcément un Titi ou dans les classes de jeunes, mais ça reste un jeune. Et l'esprit global était, je trouve, très positif hier. Et on a vu aussi des automatismes qu'ils ont probablement en jeunes, qu'on retrouve moins chez les pros ces derniers mois. Voilà, donc positif pour moi. D'ailleurs, Yacine, ce que dit Fouzia est vrai, et notamment sur le magnifique but d'Mbappé avec sa frappe sous la barre. Tout part d'une récupération de Verratti qui se bat comme un chien entre trois joueurs de Vannes, qui réussit malgré tout à récupérer le ballon. Et ensuite, on voit l'enchaînement Michu, Simons, Mbappé qui donne un magnifique but.
C'est vrai qu'encore une fois, au milieu de terrain, que ce soit, comme l'a dit Fouzia, en termes de récupération de ballon, contre-pressing à la perte du ballon, Michu, hier, il avait une grosse activité, et notamment, encore une fois, plus peut-être en deuxième mi-temps, où ils ont réussi à plier le match, Yacine. Oui, oui, et tu vois, dans ce que fait Michu, alors c'est toujours pareil. Les gens diront, ouais, c'est une Nationale 2, c'est simple, etc. Sauf que l'action du but, justement, quand Verratti trouve Michu, je peux vous ressortir une dizaine d'actions dont j'avais déjà parlé dans la Minute Coach, où le joueur qui reçoit le ballon, il fait contrôle vers l'arrière et il met le ballon en arrière pour pas la perdre. Lui, c'est fini de tacler Herrera comme ça, là. J'ai pas parlé, j'ai rien dit. donc voilà, tu vois, c'est ça qui m'intéresse. Et à la limite, tu vois, hier, par exemple, il aurait perdu 20 ballons. C'est pas le problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est réellement ce qu'ils ont envie de proposer, les risques qu'ils sont prêts à prendre. Parce que, encore une fois, je le répète souvent dans les stats, tu peux faire 100% de passes réussies. Mais 100% de passes qui ne servent à rien, ça ne nous intéresse pas. Je préfère que tu perdes 20 ballons sur 50 ou 60, mais qu'à chaque fois, tu essayes de créer quelque chose, tu envoies du doute à l'adversaire. Les passes qui vont arriver, elles vont créer quelque chose. Voilà, c'est plus ça qui m'intéresse. Et justement, pour un premier match, je trouve qu'ils n'ont pas été timorés. Ils n'ont pas hésité à prendre des risques, etc. Juste une petite chose sur tout ce qu'on a dit sur les jeunes. Ça me permet de faire de la pub pour le livre, au cas où. Ouais, vas-y, je t'en prie. Parce que ce sont des sujets que j'aborde justement dans le livre, à savoir l'histoire des championnats espagnols et portugais aussi, où en fait on laisse monter les réserves. J'ai déjà expliqué pourquoi le PSG avait enlevé sa réserve. C'est qu'à partir de janvier, ces jeunes font une demi-saison en réserve qui ne sert à rien. Parce que qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, en gros, bon, le PSG, les gros clubs comme ça, ils sont maintenus très vite. Et en fait, qu'ils finissent premier ou huitième, ça ne change rien. Ouais. Donc, la deuxième partie de saison, les jeunes pensent plus à ne pas se blesser et à commencer à chercher des clubs qu'à continuer à progresser. Donc ça, c'est un vrai problème en France. La deuxième chose, c'est que le PSG forme des joueurs qui s'exportent. Il y a beaucoup de joueurs qui sont formés au PSG, malgré tout, qui jouent en Europe. Je rappelle, par exemple, que le Real forme plus que le Barça. Sauf que le Real, les jeunes formés au Real, ils jouent dans le championnat espagnol. Exactement. Et la dernière chose, c'est que, j'en parle aussi dans le livre, c'est que la construction de l'effectif du PSG. Alors, il y a l'idée que les jeunes, c'est plus compliqué au PSG, mais encore plus en ce moment où tu as 33 joueurs sous contrat. C'est-à-dire que si tu en avais 24 ou 25, tu peux intégrer 3-4 jeunes. Mais quand tu as 33 joueurs, dont 30 sont internationaux, bah, en fait, c'est compliqué de dire à Pochettino, je vais dire à Draxler et Danilo, vous allez en tribune parce que Michu et Simon jouent. Encore une fois, dans la performance, tu peux le comprendre, mais dans la gestion d'un groupe sur une année, c'est difficile de dire à un international portugais, à un international allemand, bon, bah les gars, il y a 2 jeunes de 17 ans qui arrivent, vous allez en tribune, merci pour tout. Ça, c'est le problème du PSG. Et c'est pour ça qu'on en revient à ce que je répète souvent, le club satellite. Et c'est là aussi où on pourra peut-être aller un peu plus loin. Dans l'idée sportive du PSG, le PSG, c'est marketing, l'image, etc. Si tu as une réelle idée sportive, le club satellite, c'est quand même la solution idéale. Un petit club au Portugal, voilà, où tu envoies tes 5-6 jeunes tous les ans avec des cadres, des mecs de 30 ans, des Portugais, qui vont les encadrer avec un projet de jeu, avec un coach. Par exemple, Camara, qui fait du très bon travail en U19, tu le mets coach là-bas et il travaille sur le projet de jeu PSG. Et t'es jeune. Yacine, c'est ce qu'avait fait le City Group avec Patrick Vieira quand il l'avait envoyé à New York. Ouais. Pour essayer d'imposer un peu les principes de jeu de City. Et d'ailleurs, dans le City Group, on essaye un peu d'inculquer les principes de jeu de l'équipe phare, Manchester City. Là, on sait qu'ils ont mis des billes à l'Estac, par exemple. Donc, on va voir comment ça se présente. Mais c'est vrai que je te laisse finir, Yacine, et puis après, tu me donneras un mot sur les clubs satellites, Fouzia aussi, Vincent. Parce que le PSG a longtemps cherché des clubs, que ce soit en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, au Portugal, et finalement, ça ne s'est jamais fait. Et c'est pour ça que on se demande en fait s'ils ont réellement eu envie ou s'ils ont pris des contacts en se disant peut-être, mais finalement, ça ne les intéresse pas plus que ça. Le problème, encore une fois, c'est que ces jeunes, ils ont besoin de jouer au haut niveau. Et le haut niveau, c'est la Ligue 1. Donc la Ligue 1 en France, mais la Ligue 1 portugaise, la Ligue 1 espagnole, la Ligue 1 néerlandaise. Parce que tu côtoies quand même le monde professionnel réellement. Et c'est là que tu vas passer des caps. Le très bon exemple, c'est Dinaï Bimbe. Dinaï Bimbe qui va à Dijon, ça reste que Dijon.
mais tu fais tes 30 matchs de Ligue 1, tu passes un cap. Voilà. Kalimundo, pareil à Lens, Voilà. premier trait. Ouais. Donc il faudra voir, comme on disait régulièrement ces dernières semaines, est-ce que la deuxième étape de la grande marche avant la Coupe du Monde et après la Coupe du Monde, c'est justement de passer, puisque tu as installé ta marque, au fameux projet sportif, ou l'intégrer plutôt, pas passer au projet sportif, mais l'intégrer au marketing. Un mot rapidement, Vincent, sur l'histoire des clubs satellites. Pourquoi, selon toi, le Paris Saint-Germain, qui, à son arrivée, quelques années après, 2-3 ans après, il y avait eu beaucoup d'articles et nous-mêmes, on avait révélé que sur le site Paris United, .fr, que le Nasser Al-Khalifi était intéressé. Ils avaient eu des contacts avec pas mal de clubs et finalement, ça ne s'est jamais fait. Alors, déjà, c'est pas une approche nouvelle, cette approche de club satellite. Alors, jusqu'ici, ça se faisait, enfin, au temps passé, au siècle d'avant, ça se faisait avec des partenariats. Il y avait Monaco avec Épinal, par exemple, qui fonctionnait beaucoup, mais c'était plutôt entre clubs d'un même pays. Lorient et Marseille aussi, il y avait Tout à fait. Il y a eu plusieurs exemples de la sorte. Et puis à un moment donné, ça a commencé à s'internationaliser. Et puis aujourd'hui, on est arrivé dans une approche qui est un peu World Company. On peut prendre le cas des Red Bull, qui avec Salzbourg, Leipzig, mais aussi New York. On le voit aujourd'hui avec City, qui alors, lui, c'est le club ou le groupe qui a poussé la réflexion la plus loin pour l'instant, puisqu'il y a une dizaine de clubs, ce qui mêle à la fois une dimension sportive, ce qui permet d'avoir une pépinière de jeunes talents, parce que un des gros problèmes, c'est d'avoir beaucoup de joueurs sous contrat, mais c'est un problème quand j'ai qu'un seul club. Si j'ai plusieurs clubs, mes joueurs sous contrat, je peux les prêter à droite, à gauche, leur donner du temps de jeu et leur permettre de se développer. Et avec ces clubs filiales, je peux aussi capter des talents locaux. C'est-à-dire que à City avec le rachat de l'Estac, ils ont un pied en France et ils peuvent recruter des joueurs français sans les faire revenir tout de suite à City, mais les faire jouer d'abord en France, voir ce qu'ils donnent, et puis après les faire remonter s'il faut les faire remonter. Surtout qu'ils n'ont plus le droit de les faire venir, ils ont plus le droit de les faire venir comme avant. Exactement, à cause du Brexit. Mais ça, je dirais que c'est un épiphénomène, mais il y a aussi ça effectivement qui pose problème. Alors pourquoi le PSG ne l'a pas encore fait? Parce que je pense que là-dessus, le PSG avait déjà, tu as évoqué le sujet de la marque, Yacine a évoqué le sujet de la marque, c'était une obligation. Pourquoi? Parce que il y a eu beaucoup, rappelons-nous le problème du fair play financier et du contrat Qatar Tourisme Affaires. Il fallait à un moment donné, pour le très haut niveau, ce qui était l'ambition du Qatar au départ en rachetant le PSG, il n'y a pas de très haut niveau sans très haut niveau de budget. Et donc, il fallait monter le niveau du budget. Et monter le niveau du budget, c'était en amorçant la pompe avec des partenaires locaux. Et très vite, remplacer ces partenaires locaux par des partenaires qui payent le juste prix, le vrai prix. Il y a un temps de montée en charge, un temps de valorisation de la marque pour que derrière, après, le club se vende à son juste prix. C'est d'ailleurs un gros débat en Angleterre actuellement autour de Newcastle et du fair price. Les clubs anglais se liguent contre Newcastle, mais ça peut faire l'objet d'une autre conversation. Donc ça, ils étaient à la fois dans l'obligation de développer leurs revenus, puis à la fois aussi à se défaire des problèmes avec l'UEFA. Et il y a un sujet de multipropriété. Rappelons-nous que ce qu'on évoque là, le PSG l'a déjà vécu sous l'ère Canal+. Moi, je me rappelle avoir fait une mission dans mes jeunes années de consultant sur le Servette de Genève qui appartenait à Canal. Et Canal a été obligé de le vendre parce qu'à un moment donné, le Servette et le PSG qui avaient loupé la marche de la Champions League se retrouvaient dans la même compétition UEFA. Et ils n'avaient pas le droit, donc ils ont dû vendre le Servette assez rapidement en fait. Ça pose les questions de cette logique sportive, pose les questions aussi de l'équité sportive, parce que la multipropriété, quand on se retrouve dans une même compétition avec le Red Bull de Salzbourg et le RB Leipzig, qui doit gagner pour faire quoi, pour aller où? Aujourd'hui, le City de l'Estac et le Manchester City ne sont pas confrontés à ce problème-là. Mais un jour ou l'autre, cette approche de club filial peut créer des sujets et questionner l'équité sportive. Merci Vincent. Fouzia,
Tu es là? Oui, je suis là. Bah écoute, j'arrive après. Tout a été un peu Je voulais dit, aussi mais avoir je voulais aussi avoir ton avis, toi, sur justement le fait que le PSG puisse acquérir un club satellite pour donner du temps de jeu aux jeunes, ce qui permettrait de les garder peut-être un peu plus longtemps sous le giron parisien. Bah, écoute, sur l'idée, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que ça s'envisage. Ça peut pas être pire qu'aujourd'hui, puisqu'on n'a plus d'équipe réserve réellement. Donc, tu as le choix entre U19 ou remplaçant, en gros. Donc, moi ça soulève les problématiques dont tu as parlé, Vincent. Moi, ce que je pense, pour revenir à ta question d'avant, c'est le pourquoi ça n'a pas donné, ça n'est pas allé au bout pour l'instant. Effectivement, je pense qu'il y a un certain nombre de paramètres, dont le fair play financier qui a stoppé quand même le PSG pendant quelques années. Tu as le Covid, tu as la Super League, tu as l'organisation de la Coupe du Monde qui font que tu as les projecteurs qui sont sur le Qatar. Et un peu à l'image de ce qui peut se passer maintenant pour Newcastle ou voilà, il y a eu une forte réticence à l'arrivée des Qataris pour travailler avec le PSG, même au sein de la Ligue 1, comme un club qui peut être le moteur de la Ligue 1. Il y a une réticence, ça a été vu comme un concurrent. Là où ce qu'on voit avec le Bayern, moi ça me choquera toujours que j'ai pas l'impression qu'au niveau de la Ligue 1, même pour les joueurs, on est un des championnats fournisseurs du premier niveau en Europe, une des premières nationalités représentées, si ce n'est la première en Ligue des Champions. Et ça me choque qu'on n'ait pas cette volonté de garder les talents, mais pas seulement au PSG, au niveau de tout le championnat et de toute cette logique de se dire que s'il reste, ça favorise pas seulement le PSG, mais voilà. Donc, pour moi, tant que la Ligue, je trouve qu'on n'est pas très bien représenté au niveau de nos instances. On le voit avec même des décisions aussi bêtes que les jauges, etc. J'ai l'impression qu'en fait, c'est vraiment géré sur le très concret, mais sans vision à terme. Et donc, si au PSG, tu as des contraintes, tu as des choses qui dépassent juste la gestion des gènes, et qu'en plus, la Ligue 1 ne te tire pas vers le haut comme ce qu'on peut retrouver en Espagne ou surtout en Première Ligue, où c'est très volontaire, il y a vraiment une volonté de faire ça. Voilà. Pour moi, j'aimerais bien, quand on dit qu'on est proche de clubs comme la Juve en Italie, qui récupère beaucoup de jeunes talents du championnat italien, ou comme le Bayern qui récupère et qui est prédominante dans son championnat, ou comme le Bayern, mais j'ai pas l'impression qu'on retrouve ça. Donc l'un plus l'autre fait que je trouve que c'est compliqué, mais autant qu'on le. Enfin, l'idée, en tout cas, moi, me paraît positive, et me paraît positive dans le même style que peut-être plus de partenariat pour éviter encore d'autres problématiques diplomatiques. Mais si c'est un club satellite, ça me va aussi. Et j'ajoute juste une dernière chose pour compléter ce que disait Yacine, parce que j'avais écouté un podcast très intéressant de Jesus Pérez, qui est l'entraîneur adjoint de Pochettino, qui expliquait qu'en plus de la concurrence dont parlait Yacine, il y a le fait de dire, bah voilà, il y a les jeunes, il y a des contrats, il y a des joueurs sous contrat, beaucoup de joueurs sous contrat, mais c'est beaucoup de joueurs confirmés qui sont internationaux. Et donc, forcément, le problème, c'est qu'en plus d'être internationaux, c'est qu'ils sont titulaires. Donc, ça veut dire que même pour des raisons athlétiques et des raisons d'éviter des blessures, tu es obligé d'intégrer une composante où tu leur donnes du temps de jeu en championnat pour pas qu'ils se blessent en équipe nationale, tu vois. Donc, c'est complexe et c'est difficile d'avoir une idée arrêtée sur le sujet, mais effectivement, je pense qu'on n'est pas assez. On n'y va pas. Enfin, le PSG donne cette impression publiquement de ne pas être certain de la ligne directrice qu'il a adoptée et qu'il suit à fond, quoi. Tu voulais ajouter quelque chose, Vincent ? Oui, deux choses. D'abord, je confirme ce que dit Fouzia. Alors, on pourrait développer longuement le silence assourdissant de notre ministre des Sports pour défendre la cause des jauges, mais ça, c'est encore un autre débat. Mais surtout sur la relation du football français avec le PSG. Le Bayern est très puissant financièrement.
en partie aussi parce que quelque part, il est admis en Allemagne que un top joueur allemand, avant d'aller à l'étranger, il passera par une étape qui s'appelle le Bayern, et ça lui permet jusqu'ici d'acheter des joueurs de grand talent pour pas si cher que ça, puisqu'en fait c'est un marché domestique. Alors que nous, en France, globalement, si un joueur vaut 50 et qu'on peut le vendre au PSG, on va lui proposer à 70 ou 80. C'est-à-dire que quelque part, on part du principe que non pas le PSG doit être une étape pour que le joueur prenne de la valeur et se développe, mais c'est gagner au loto. Et donc il y a beaucoup de joueurs qui auraient pu être passés par le PSG qui sont partis à l'étranger pour une somme moins importante que s'ils étaient allés au PSG. Et donc, c'est à ce niveau-là, je pense, quand Fouzia dit qu'on manque de vision collective, hein, j'entends, que je la rejoins. On a une volonté très court-termiste de vouloir faire payer celui qui a de l'argent et qui peut renflouer les poches des uns et des autres. Et tu as ça, juste pour le compléter, tu as ça dans l'équivalent inverse, c'est-à-dire que parfois on préfère vendre plus. Moi, je parlais plutôt de, si tu veux, là déjà c'est problématique quand tu préfères vendre moins cher, enfin que tu proposes moins cher à des clubs étrangers qu'au PSG, mais en sachant qu'au club étranger tu proposes à peu près la valeur et au PSG tu mets une plus-value, voilà, une plus-value Qatar. Mais moi je parlais même pire, je parlais de certains moments où tu pourrais, c'est ce qu'on voit, c'est ce que tu disais avant pour Dortmund, où on voit dans certains championnats des prix très abordables, alors que peut-être qu'il pourrait être vendu plus cher en première ligue, qui va t'acheter des joueurs moyens pour des sommes plus élevées que ce qui se fait en France. Et où là, tu peux dire, dans une vision de sacrifice collectif pour ta Ligue 1, pour ton championnat, en espérant que tu en tires les fruits après, tu te dises, ben moi, je vais préférer vendre mon joueur, je pourrais le vendre quelques millions de plus en première ligue parce qu'ils ont moins de problèmes, etc. Je vais le vendre en France et je vais le vendre au PSG en priorité, mais pas que. Parfois, tu vois les mêmes choses. J'ai vu Lyon préférer, effectivement, il n'y a pas que des gens, c'est même pas que vis-à-vis du PSG, c'est dans la logique globale du pays. Il n'y a pas ce côté, si j'ai la possibilité à 1 ou 2 millions près, je préfère le mettre à l'étranger. C'est ça qui me pose plus problème, en fait. Alors, je comprends. Et d'ailleurs, sur les marchés et sur les prix des joueurs, on remarque la même chose aussi en Italie. Entre clubs italiens, on est assez fair play. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu vois un Barella qui a été transféré pour 30 millions, alors que si Barella avait signé au PSG, tu aurais peut-être c'était sans doute 50-60. Il y avait le petit Locatelli aussi. Pardon ? Locatelli, Tonali, Brescia qui va à Milan pour une trentaine de millions, alors que c'est un potentiel énorme. Et c'est vrai qu'en France, c'est pas tout à fait la même mentalité. Je crois que Vincent, il te reste 4-5 minutes. C'est ça. Ouais, on va clôturer le sujet Coupe de France. Je crois qu'on a fait le tour. On n'a pas parlé de Simons, Fouzia, parce qu'on en avait déjà parlé la dernière fois, donc on a voulu plutôt se focaliser sur Michu. Et juste un dernier mot sur la Coupe de France. Juste noter que Kylian Mbappé a inscrit un triplé hier, et donc le nombre de buts passe à 150 buts. Il est à 6 unités de Zlatan Ibrahimovic, qui devrait normalement dépasser. Et ensuite, le record à aller chercher, c'est Edinson Cavani avec 200 buts. Il faudrait qu'il prolonge pour ça. Sinon, il faudrait vraiment qu'il inscrive un paquet de buts jusqu'au mois de mai. On peut relativiser en redonnant un peu des lettres de noblesse à Ibra, en disant que si tu rapportes ça au nombre de saisons, Ibra, il est à peu près à 39. Aujourd'hui, si tu regardes par rapport à son nombre de buts, c'est 156 buts par saison. Il en a fait 4, donc il est à peu près à 39 par saison. Mbappé, il est deuxième à peu près 33 si tu comptes qu'il a fait 4 saisons et demie, et à peu près 30 si tu comptes qu'il est déjà à 5 saisons. Et pour Cavani, il est plutôt à 28 et des poussières par saison. Donc ça reste un rythme où tu vois que finalement, celui qui est vraiment sur une pente, c'est finalement Ibra. Il reste encore inférieur. Sinon, après, il y a eu le Covid, il y a eu des absences. Oui, sur le ratio, tu parles. Sur le ratio, oui. Donc ça montre que quand même. Oui. Mais pas que. J'aime bien quand on donne des tendances et des stats qu'on puisse relativiser pour se rendre compte que
ce qu'on a pu critiquer à une époque où quand on compare ou quand on est dans les superlatifs, ça donne de la nuance, ça permet de relativiser un peu. C'est vrai que 200 buts, voilà, mais 200 buts en 7 saisons, c'est pas pareil que voilà 156 en 4 saisons, ça reste. Mais de toute façon, ça reste des chiffres incroyables et il est pas très loin de battre le record d'Ibra, ça changera pas. Bah, tu vois, Vincent, elle apprécie tellement Zlatan que c'est quasiment la même coupe de cheveux. Hein. Donc, là, le mimétisme, il va loin, hein, Fouzien, quand même. Mes amis, comme je vais profiter un peu de Vincent, il reste 4-5 minutes, on va essayer de déborder. Juste, on va aborder le mercato hivernal. Et il y a une info qui revient souvent, et d'ailleurs, c'est cool que tu sois là, Fouzia, parce que tu vas pouvoir toi aussi nous donner ton avis là-dessus. C'est sur l'obligation, Vincent, du PSG. Il y a des chiffres qui circulent dans les médias. Pardon ? Le 100 millions, le fameux 100 voilà, millions à vendre. Le fameux 100 millions. Et moi, je voudrais que tu nous dises un mot là-dessus, Vincent. Ce chiffre tourne autour de ce qu'il faudrait faire par rapport à une notion de fair play financier. Mais en soi, aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que l'UEFA a d'autres chats à fouetter que le fair play financier. Donc, si le PSG pouvait vendre pour 100 millions, ça serait bien. S'il ne vend pas pour 100 millions, ça ne sera pas catastrophique. Parce que si l'UEFA, elle va certainement pas rentrer en guerre avec un des clubs, avec le Bayern, qui l'a soutenu au moment de la Super League, dossier de Super League qui n'est pas mort, quoi qu'on en dise. Les sanctions contre la Juve, contre le Real, contre le Barça ont pris du plomb dans l'aile. La FIFA veut toujours soit une Coupe du Monde tous les 2 ans, soit sa Super League, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, la FIFA, elle n'est pas contre la Super League. Elle est contre une Super League qu'elle n'organiserait pas elle-même, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et donc, si la FIFA venait à organiser une Super League, ça serait quasiment la mort de l'UEFA. Donc, l'UEFA, elle a plutôt intérêt à compter ses alliés plutôt qu'à rentrer en guerre avec ceux qui pourraient la soutenir. Donc, et si on va un peu plus loin, l'actionnaire du PSG, QSI, a une surface financière qui doit lui permettre de combler, si besoin est, au regard de la DNCG et non pas du fair play financier, un trou ou un déficit. Donc c'est souhaitable, mais ce n'est pas vital. Puisqu'on parle mercato et que j'ai pas beaucoup de temps encore avec vous, je laisse la parole, Vincent. Je voulais compléter le point sur les recrutements des joueurs. Il y a un paradoxe où il y a une petite astuce méconnue, mais à talent équivalent, vaut mieux pour le PSG recruter un joueur qui joue à l'étranger, pas nécessairement un joueur étranger, mais un joueur qui joue à l'étranger, qu'un joueur qui joue dans le championnat de France. Parce que si le joueur était en dehors de France au moins 5 ans, je crois, la fiscalité ne sera pas tout à fait la même. Donc, tout le système pousse le PSG à ne pas recruter en France. Parce que les clubs français cherchent à les vendre plus cher au PSG et parce que la fiscalité le pousse à aller regarder ce qui se passe ailleurs. Donc, c'est autant d'éléments qui expliquent en partie l'internationalisation de l'effectif du PSG. Et ça, oui, parce que d'ailleurs, il y a eu pas mal de critiques ces dernières années sur le fait que le PSG n'investit pas son argent en France. Et tu nous donnes une des raisons. Moi, je l'ignorais sur la fiscalité, sur les transferts à l'étranger. Donc, tu as bien fait de nous le dire. Je vais te libérer, Vincent, parce que je sais que tu as une réunion juste derrière. Est-ce que tu as encore 1 minute par rapport au... Alors, c'est pour Vincent. Vas-y. Au niveau du fair play, tu as parlé de la DNCG, effectivement, qui est un peu plus souple. Ensuite, tu as eu des prêts par rapport à la situation liée au Covid et tout ce qui peut être. Par rapport au fair play financier, j'étais restée au fait que depuis le Covid, il n'y a pas eu de nouvelles versions. Chaque année, normalement, tu as une nouvelle version de la réglementation fair play financier. J'ai pas vu sortir quelque chose. J'ai juste vu sortir des directives qui disaient que si tu avais des pertes qui étaient vraiment identifiables, par exemple, match à huis clos égale billetterie à 0, si tu étais capable, là, tu pouvais faire des exceptions au fair play financier et te renflouer à hauteur de ce qui est identifiable comme affecté au fair play financier. Au Covid, excuse-moi. Est-ce que ça, tu as pu suivre ? Alors, ce qu'on a vu surtout, c'est que ils avaient décidé de mettre l'année 2020 entre parenthèses et de lisser sur
sur plusieurs années les résultats pour amortir le déficit que tous les championnats ont pris à cause de la Covid. Mais de règles précises, strictes, le fameux fair play financier 2.0 n'est pas encore totalement sorti, non. Okay. Alors, on aura l'occasion d'en reparler, Vincent, avec toi, peut-être à la fin du mercato pour faire un point, notamment sur les ventes de joueurs parisiens. Et s'il me reste une petite parenthèse de quelques secondes, sur le sujet du mercato, on peut aussi s'étonner de l'activation ou de l'activité du Barça actuellement. Gardons à l'esprit que le Barça arrive à faire un transfert avec un joueur qui vient de Manchester City, où il y a Guardiola et le DG qui est un ancien de Barcelone aussi, et qui lui propose un étalement du paiement, ce qui lui permet de passer au-delà du cut de la saison. Et Morata, qui vient de la Juve, un des trois clubs qui est toujours en bataille sur le sujet de la Super League. En clair, chacun se tient et se soutient d'une manière ou d'une autre. Donc, mais je ne vois pas. En plus du deal Pjanic-Arthur qu'on avait vu entre le Barça et Exactement. La Juve. Merci pour cette précision, Vincent, et merci d'avoir été avec nous pour cette première partie. Dommage, mais comme je t'ai dit, tu reviendras, on reparlera à la fin du mercato de tout ça. Merci encore, Vincent. Nous, on reste tous les trois avec Fousia, et je te dis à bientôt, Vincent. Ciao. Ah, il n'a pas raccroché, Vincent. Tu peux raccrocher, Vincent. Tu peux raccrocher, nous, on continue. Est-ce que tu nous entends? Je suis encore en ligne. Oui, non, je te disais, tu peux raccrocher, parce que nous, on continue l'émission, en fait. Tu peux couper. J'y vais de ce pas. Ça marche, à bientôt, Vincent. Ciao. Et du coup, Mousse, pour répondre à ta question sur les 100 millions, moi, je ne sais pas d'où sort ce chiffre des 100 millions. Je le comprends pas trop. Moi non plus, Fousia, c'est des chiffres. Alors attends, parce que Vincent, il a du mal à raccrocher, du coup. Ah ouais. Vincent, il faut juste raccrocher, en fait. On attend juste que Vincent raccroche. Vincent. Ah, ça y est, c'est bon. Voilà. Il est parti. Oui, Fousia, pour te répondre, alors ça, c'est des chiffres qui ont été sortis dans les médias français, uniquement français. Il me semble que peut-être l'Équipe ou le Parisien, mais je crois que c'est l'Équipe qui sort cette information. Et comme ça veut tout et rien dire, vendre pour 100 millions, pourquoi? Est-ce qu'il y aurait des sanctions? Et moi, je ne suis pas un grand spécialiste du fair play financier, en tout cas moins que toi, Fousia. Non, mais je ne suis pas forcément spécialiste, mais j'arrive à voir les incohérences et j'ai l'impression, quand je lis l'Équipe sur ces chiffres-là et toujours à l'approche des mercatos, j'ai l'impression de voir à chaque fois des caricatures de sommes qui disent, voilà, il faut un certain nombre, enfin, des plus et des moins, sans prendre en compte ni les amortissements, ni les ceci ni les cela, et que tu as l'impression qu'en fait ils regardent la valeur des joueurs et ils te disent tiens, pour acheter tel joueur il faudrait vendre tant, et que c'est un simple calcul sur les valeurs Transfermarkt. Mais je suis pas loin de te rejoindre, et c'est pour ça que je voulais demander des précisions à Vincent, parce que t'as des spécialistes en économie qui vont vous dire non, pas forcément, comme l'a dit Vincent, et puis tu as les médias comme le journal L'Équipe, qui parlent souvent en période de mercato sur le fait que le PSG doit absolument vendre. On a l'impression qu'il y a une épée de Damoclès sur la tête. C'est pas forcément le cas, et puis on sait qu'avec le Covid, évidemment, le fair play financier est peut-être un peu moins rigoureux qu'avant la première pandémie en 2019. Après ça, on aura l'occasion d'y revenir. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler du mercato sur les joueurs qui seraient intéressés, dont s'intéresse le Paris Saint-Germain. Et la semaine dernière, Yacine, on avait parlé de Pogba. On avait bien rigolé d'ailleurs, qui est libre de signer où il veut, parce qu'il est comme Mbappé, il est dans sa dernière année de contrat. Et là, on va passer à un autre joueur, Yacine, c'est Dembélé, qui revient dans l'actualité parisienne.
Et après, tu donneras ton avis, Fouzia, sur le joueur. Est-ce que c'est un joueur qui peut se fondre dans le collectif parisien? Est-ce que c'est intéressant? Encore une fois, Yacine, il y a un véritable intérêt de Leonardo pour Dembélé. Mais encore une fois, c'est surtout parce qu'il est libre que c'est un joueur évidemment très talentueux. Et en plus, il est français. Donc, tout pour plaire à Leonardo et aux Parisiens. Mais malheureusement, c'est un joueur qui est très peu fiable, en tout cas physiquement, beaucoup de blessures. Alors certains disent que c'est dû à son hygiène de vie, à son manque de professionnalisme. Son passage à Barcelone est, de mon avis, un fiasco, parce qu'il n'a pas fait grand-chose. Alors évidemment, je te pose la question, Yacine, est-ce que Ousmane Dembélé, est-ce que Paris doit tout faire pour le prendre, parce qu'il est gratuit? Déjà, quand tu as dit tout, tu as tué la phrase parce que évidemment qu'ils ne doivent pas tout faire. Pour plein de raisons. Encore une fois, il y a le joueur. D'accord? C'est un bon joueur, avec des vraies qualités, qui est capable de faire des différences, capable de jouer des deux côtés, il a les deux pieds, il a une qualité de vitesse et de dribble, etc. Pas de problème. Après, il y a ce que le joueur peut apporter sur la durée, etc. Évidemment que ce n'est pas un joueur fiable, il est très souvent blessé. C'est aussi un joueur qui est beaucoup dans la différence individuelle. On reproche au PSG d'avoir aujourd'hui un jeu qui est fait sur les différences individuelles et on va prendre un nouveau joueur qui est plutôt axé sur les différences individuelles. Donc, c'est un problème. Ensuite, l'autre problème, encore une fois, c'est pas mon argent, mais quand tu vas donner un tel salaire à un joueur, on sait, puisque Paris le vit maintenant depuis 10 ans, que dans, allez, on va être gentil, 6K sur 10, tu as des joueurs qui ne veulent plus partir, qui ne sont pas forcément investis parce qu'ils gagnent très bien leur vie mieux que partout ailleurs, qu'on ne leur demande rien, et qu'en plus, on ne leur proposera jamais ce salaire ailleurs. Donc, pourquoi partir? Voilà. Donc, on a des joueurs qui sont là depuis maintenant 4, 5, 6 ans, et qui sont très bien. Voilà. Encore une fois, on va prendre l'exemple de Kurzawa, parce que lui, il est carrément même plus dans le groupe. Voilà, Kurzawa, il a son salaire, il ne joue plus au foot. Il était là hier, il était là hier, il me semble. Et ça ne le dérange pas. Voilà. Bah, si tu fais avec Dembélé, ça va être la même chose. C'est-à-dire que c'est un joueur qui n'est pas fiable, c'est un joueur qui est souvent blessé. À un moment donné, il faut aussi aller essayer de joindre les deux. C'est-à-dire qu'ok, des joueurs de foot, mais il faut quand même trouver un juste milieu entre le joueur qui est absent une fois sur 5 et le joueur qui est absent 3 fois sur 5. Voilà. Et Dembélé, aujourd'hui, le problème, c'est que tu n'as pas de signaux positif. C'est-à-dire que si c'était une période de sa carrière et que, par exemple, depuis 1 an et demi, ça va mieux. En fait, depuis 1 an et demi, il est de plus en plus blessé. Cette année, il a encore été blessé plus de 2 mois. D'ailleurs, un peu à l'image de Neymar. Neymar, il fait 2 saisons. Bon, il a 2 grosses blessures, c'est vrai, mais c'est plutôt, allez, on va dire correct. Et puis après, là, ça fait 2 ans, Neymar. Il vit ce que vit Dembélé à Barcelone, quoi. C'est blessure, rechute, blessure, rechute. Voilà, donc, moi, personnellement, je pense que Paris ne doit pas tout faire et surtout pas s'aligner sur le salaire demandé. Voilà, je pense qu'à un moment donné, ok, tu as de l'argent, mais je pense qu'il y a quand même autre chose à faire que dépenser l'argent n'importe comment parce que après, tu te retrouves plombé et parce qu'il y a peut-être plus intelligent à faire dans ton propre club, etc. Fouzia? Oui. Tu as réactivé ton. Faut que j'arrête de passer après Yacine parce qu'il dit tout ce que j'ai envie de dire. Je suis complètement d'accord avec lui. C'est pas grave, tu vas le dire, mais différemment. Non, mais. Sérieusement, Fouzia. Plus sérieusement. Est-ce que toi, tu comprends que, étant libre et la valeur que peut avoir ce joueur, on parle d'Ousmane Dembélé, est-ce que tu comprends quand même que le PSG jette un œil ou pour toi, comme Yacine, voilà, c'est un joueur qui n'est pas du tout sérieux, pas professionnel. On a vu beaucoup sur les réseaux sociaux, Fouzia, ses retards à l'entraînement, des rendez-vous où il ne vient pas. D'ailleurs, je crois qu'il y avait eu un dîner pour la soirée d'adieu d'Agüero. Il n'est pas venu, je ne sais plus quelle excuse, il a dit qu'il s'était trompé de soir, etc. Bref, je te pose la même question que pour Yacine. Est-ce que Paris doit quand même, malgré tout ce que je viens de te dire, tout faire pour signer Dembélé parce qu'il est libre et gratuit? Non. Mais moi, je vais choquer. Je fais partie des gens déjà qui ne voulaient pas, malgré tout ce que tu peux dire de magnifique sur Messi, je ne voulais déjà pas qu'on fasse Messi à tout prix.
Je ne voulais déjà pas. Voilà. Je pense que quand on fait des constats toute l'année à dire que on a des joueurs un peu qui sont un peu trop bien, c'est aussi une force qu'a réussi. C'est aussi un tour de force qu'a réussi le PSG avec son handicap d'être en Ligue 1. Faut le souligner, même si ça n'a pas toujours été le cas. Tu pouvais pas attirer certains joueurs qui voyaient la Ligue 1 vraiment comme de la prison, un truc, voilà. Et finalement, avec le temps, ce qu'ils ont réussi à faire passer comme message, c'est que la qualité de vie, même des Mota qui était aguerri, qui a joué en Italie, à Barcelone, de dire finalement on arrive à avoir une vie et ils font un mix entre les deux. Donc en fonction de l'âge, tu peux te dire que de l'âge, de la situation familiale, du Covid, de tout ça, c'est pas étonnant que certains se disent à un moment donné, est-ce que je serais mieux ailleurs? Parce que c'est facile de dire, je suis pas bien au PSG, j'ai pas ce que je veux. La question, c'est où est-ce que j'aurais mieux? C'est souvent ça. Et si tu te prends quelqu'un qui est déjà dans cette réflexion négative, comme peut l'être Dembélé, moi, le cas Dembélé, je le mets, je fais le parallèle Dembélé-Mbappé avec la génération 87. Les Benzema, Nasri, Ménès, etc., où on disait Benzema, c'était pas forcément le plus talentueux, c'était pas forcément. Et quand tu regardes leur progression, tu te dis, il n'y a pas photo. Il y en a un qui a évolué. On peut critiquer autant qu'on veut les déclarations d'Mbappé, mais dans un univers plus sain, plus professionnel et tout, à un âge équivalent. Donc là, on parle pas d'un an sur la première année au Barça ou quoi que ce soit. On parle sur 5 années. 5 années de contrat où tu peux juger ce qu'il peut proposer et l'attitude qu'il a eue. Et malheureusement, la différence avec, tu as cité Neymar, la différence entre Dembélé et Neymar, c'est que Neymar, il a une carrière pour lui, qui parle pour lui. Il a gagné la Ligue des Champions au Barça en étant le meilleur buteur de l'édition, en marquant dans toute la phase finale en 2015. Il est leader incontesté de son équipe nationale. Donc, tu vois, et là, tu voudrais l'amener dans un contexte PSG. On est en train déjà de dire que c'est bancal et qu'il faut des joueurs un peu plus collectifs, etc. Non, merci. Franchement, c'est pas la négation du talent, c'est comme pour Messi, c'est pas la négation du talent, c'est la négation de cette cohérence ou la preuve d'une certaine incohérence d'une réflexion à terme. Oui, de temps en temps, tu as besoin d'un peu de marketing. Alors, moi, ça me dérange moins de ramener un Beckham en fin de carrière ou un Ramos pour ajouter comme ça une petite touche parce qu'ils peuvent, ou un Alves, un Buffon, de tenter le coup parce qu'ils peuvent amener quelque chose au vestiaire, une expérience. Mais on a vu que c'était des échecs. Finalement, les joueurs arrivent, on voit un peu qu'il leur reste un peu de talent et ils transmettent pas tant que ça toute leur expérience, tout ça. Tu as encore des gens soit en roue libre, soit qui sont pépères, qui sont pas inquiétés, qui sont bien. Donc ça sert à rien de t'en rajouter. Je pense que si tu élimines d'autres joueurs, que tu réduis ton effectif, là tu peux éventuellement penser à des joueurs comme ça qui sont libres. Mais libres pour moi, si c'est pour te les trimballer pendant 5 ans de plus ou 4 ans ou 3 ans, non merci. Oui, non, c'est ce qu'on disait dans nos précédents podcasts, Fouzia, c'est qu'on a l'impression que ce PSG-là, en tout cas peut-être la version Leonardo 2, depuis son retour en 2019, qui n'a pas vraiment de cohérence dans le projet sportif, et quand on cible un joueur, on le cible pas pour les bonnes raisons. On le cible, par exemple, dans le cas d'Ousmane Dembélé ou de Pogba, sur le fait qu'il soit français, qu'il soit gratuit. Mais on pense pas, parce que là, on ne sait même pas qui sera le coach la saison prochaine, parce que je pense que Pochettino, à la fin de saison, je pense que ça sera terminé. Je le vois mal faire une troisième saison comme ça. Donc, tu prends des joueurs sans savoir déjà qui va être l'entraîneur. Et encore une fois, Yacine, voilà, depuis l'arrivée de Leonardo, on a l'impression que c'est que du mercato d'opportunités, là où tous les autres clubs essayent de se renforcer de manière cohérente. On peut citer plein d'exemples, mais on a l'impression que le prochain mercato, il va être un peu similaire à celui qu'on a vécu cet été, Yacine, parce que le PSG a très peu dépensé finalement. Alors Hakimi, c'est 60 millions et des bonus, ça coûte cher, mais c'est le seul transfert payant, on va dire. Pour le reste, Nuno Mendes. Ah oui, mais c'est un prêt avec option d'achat, donc ils ont payé le prêt. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une somme, c'est pas. Oui, bien sûr. C'est pas quelqu'un qui est libre, c'est. Tu as un raison. prix.
Sauf que l'option, elle n'est pas obligatoire, il me semble. C'est au PSG de décider de la lever ou pas. Donc on verra ce qu'ils feront. Moi, j'ai bien aimé d'ailleurs son match hier. Je trouvais très, très volontaire, Nuno Mendes. Je fais une petite parenthèse. Mais voilà, Yacine, on se dirige encore une fois vers un mercato d'opportunités et pas forcément des besoins qu'aurait le coach pour son équipe. En fait, c'est la limite du mercato d'opportunité, c'est que finalement, tu n'as pas identifié des profils, mais tu t'adaptes aux profils qui sont libres. Voilà. En gros, il y a un joueur intéressant qui est libre. Bah, on va se mettre dessus parce qu'il n'y a que le salaire à payer, une prime à la signature, et que finalement, sur la durée du contrat, avec pas de transfert, bah, ça va te coûter moins cher. Le problème, c'est que, moi, je reste persuadé que quand tu construis un effectif, un club, une équipe, tu l'as construit. Pour moi, on l'a dit la semaine dernière, mais je vais le répéter. Le mercato 2011-2013, c'est un vrai mercato sportif. Tu fais des achats, tu fais des affaires. Tu bâtis une équipe. Hein? Et tu bâtis une équipe. Voilà, avec des vrais profils qui semblent se correspondre et être faits pour jouer ensemble, avec des profils identifiés en termes de poste et en termes de marketing. Voilà, tout est cohérent. Voilà, tu as choisi des latéraux qui ont un passé. En fait, tu as construit un peu un mix de tout, entre du Verratti qui arrive avec un gros potentiel, du Matuidi qui est en train de progresser, mais en même temps, du Maxwell, du Mota, du Zlatan. Voilà, pour moi, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai plus l'impression de ça. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu as un milieu de terrain qui est libre. Demain, je te dis, Paris sont capables de. On va prendre l'exemple de Liverpool. Tu as Milner, tu as Fabinho. Ils sont capables de se mettre sur celui qui est libre. Voilà, on s'en fout de savoir qui on a besoin. Wijnaldum, l'exemple. Voilà, aussi. Voilà. Tu as un joueur libre au milieu, tu vas le prendre. Voilà, c'est un joueur de top niveau puisqu'il c'est un joueur de Ligue des Champions. Dans un grand club, il est libre, nous on prend. Voilà. Et je pense que ça a des limites. Tu ne peux pas faire que des opportunités. Alors je comprends les problèmes économiques, le Covid et tout. Et ben peut-être achète un peu moins de joueurs, mais cible-les réellement ce qui te manque. Mais tu ne peux pas faire que des opportunités. Voilà. Donc ça sera encore une fois, oui, la limite. La limite parce qu'en plus de ça, tu as aussi des joueurs qui sont encore là, qui sont encore sous contrat pour un bon nombre d'années, qui ne sont pas non plus partis. Si tu fais des opportunités 3 ou 4, l'année prochaine, tu vas te retrouver avec 42 joueurs sous contrat. Ouais. Surtout qu'on a du mal à se séparer des indésirables tels que Icardi, Draxler. Fouzia, c'est intéressant parce que c'est ta première et moi j'aimerais bien avoir ton avis parce que tu avais dit juste avant que tu n'étais pas forcément enthousiaste à l'idée de faire venir Messi l'été dernier. Bon, maintenant il est là. Moi, j'aimerais bien avoir ton avis justement sur Leonardo depuis son retour et particulièrement le mercato qu'il a fait cet été. Le Qatar était quasiment le centre du monde au mois d'août avec les arrivées de Wijnaldum, de Donnarumma, champion d'Europe, de Ramos qui quitte le Real après X années, Messi pareil. Qu'est-ce que tu as pensé toi du retour de Leonardo et du dernier mercato? Hormis Messi, parce qu'on a compris que tu n'étais pas. Non, mais je suis pas. En fait, c'est pas ça. C'est que autant si tu me dis en talent pur, même Dembélé, aujourd'hui, si tu me dis, je préfère me dire, je prends tout ce qu'on me donne plutôt que d'avoir des manques. Demain, je te signe la terre. Moi, je m'en fous. S'ils ont les moyens d'avoir 45 joueurs et de les garder et que ça t'empêche pas le jour où tu as besoin d'un autre profil et tout, d'aller chercher les bons profils, que tu l'utilises pas comme excuse, ou le jour où tu dois faire monter des jeunes, tu dis pas, bah non, j'ai 45 joueurs sous contrat, donc il n'y a pas de place. Moi, ça me dérange pas qu'ils empilent les joueurs, le talent. Je suis toujours pour, même si c'est pour 3 matchs, bah, ce sera les 3 matchs où un tel sera blessé. Dans l'absolu, dans l'idéal, ça m'est égal. Au contraire, tu me donnes des Messi, tu me donnes Dembélé, c'est pas grave. C'est comme Verratti, vaut mieux, quand tu n'as qu'un seul milieu qui tient la route, vaut mieux l'avoir 50% des matchs que 0. Quand tu vois que derrière, il laisse la place à tout le monde pour s'imposer au milieu, et on ne fait pas mieux. En Italie, on a vu que là, on commence à voir des Locatelli qui peuvent combler des manques quand Verratti n'est pas là. Moi, j'aimerais ça, en fait. C'est pas forcément, voilà, que tu puisses compenser quand tes hommes clés, que ce soit Neymar ou Verratti ou ceux qui vraiment t'apportent, qui sont des joueurs uniques, que tu puisses compenser par quelque chose qui n'est pas forcément l'équivalent, mais qui est complémentaire à la ligne du poste qui te manque, qui est complémentaire. Et aujourd'hui, je trouve pas ça, et on a essayé des choses au milieu, etc. Voilà. Moi, pour répondre sur Leonardo, pour être plus global, sur l'ensemble, sur son retour, je suis déçue. Je suis déçue parce que
on nous a présenté ça comme le retour du Messi, celui qui avait un peu pris l'air et qui allait revenir, si tu veux, pour rebondir sur ce que disait Yacine, effectivement, le mercato 2011-2013, les débuts, tu te dis, tu pars pas avec les mêmes contraintes. Tu pars en terrain inconnu, t'es pas l'homme à abattre. T'es le petit nouveau qui essaye de faire comme les autres. Moi, j'ai toujours dit que le PSG, ou Nasser, c'est des gens qui fonctionnent à l'anglo-saxonne. C'est des gens qui fonctionnent ce qu'on appelle le benchmarking, de regarder ce qui se fait chez les meilleurs et d'essayer de copier ça. Et pour moi, le modèle qu'ils ont pris, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est le modèle Pérez. Pour moi, c'est ça. C'est qu'au départ, il a fallu chercher des gens. Il fallait un entraîneur de renom. L'entraîneur de renom, il t'a pris des gens de renom, donc des Silva, des Ancelotti, c'est aussi quelqu'un qui était passé par Milan, Silva, etc. Et donc, quand tu arrives à ça au départ, ça, c'est le début du projet parce que tu es challenger. Tu arrives, tu es en train de construire, tu viens de mettre les fondations de ta maison, d'acheter un peu de matériel, et puis voilà. Quand tu passes dans l'été 2017, tu n'es plus dans la même dimension, sachant que tu as été retardé dans ton projet par 3 années de sanctions de fair play financier et de limites du mercato très concrètes et très pragmatiques, à dire que tu ne dois pas dépasser un solde de 60 millions sur ton mercato à l'année. Donc quand tu as ces trucs-là, ces limites-là, et que d'un seul coup tu passes dans un autre projet, quand tu passes à recruter Neymar, pour moi, je contredis peut-être la tendance générale, pour moi c'était un vrai choix stratégique. C'était le fait de dire, ben voilà, maintenant nous on veut la même chose que CR7 au Real, on veut la même chose que Messi au Barça, on veut une tête d'affiche qui est à la fois marketing, qui t'attire d'autres joueurs, qui est connue à l'international, etc. Voilà. Donc j'ai l'impression que quand Leonardo est revenu, il y a eu toute une communication. Ouais, nous, la discipline, nous, on va remettre de l'ordre. Moi, je connais le club super bien. C'est un super communicant. Moi, je le trouve très absent pour un communicant. Je trouve que ses choix de prise de parole sont toujours un peu, elles sont pas toujours à bon escient. Flou. Parfois, il balance sur des coachs, sur des. Je le trouve pas je le trouve pas leader. Je trouve pas qu'il inspire le respect. Le respect au sens de l'autorité incontestable et incontestée. Je ne trouve pas qu'il inspire ça dans les discours autant que dans la présence médiatique, alors qu'on sait qu'il a des facilités et tout. Donc par rapport à ça, je suis déçue, et je suis déçue parce que les comportements qu'on reprochait entre ces deux passages, on a les mêmes aujourd'hui. Il n'y a rien qui a changé, et donc voilà. Donc sur ça, voilà. Après, sur le mercato, plus précisément le mercato de l'été dernier, ça ne me choque pas. J'ai trouvé qu'au contraire, c'était assez cohérent. Que tu avais des jeunes, tu avais un Nuno Mendes et un Hakimi, donc des gens qui sont beaucoup plus sur des postes qu'on avait identifiés, les latéraux qui sont déjà rares en Europe. Donc aller chercher Hakimi, c'était pas évident. Donc là, c'était un vrai nom qui avait confirmé à Dortmund et à l'Inter. Et à côté de ça, tu vas chercher un jeune qui est prometteur, un peu comme tu étais allé chercher un Verratti, c'est peut-être pas le même niveau de classe, mais un Verratti, un Marquinhos, etc. Donc, j'ai trouvé que ça, c'était bien, c'était un bon mix. Tu avais de l'expérience au milieu en allant chercher un Wijnaldum, de l'opportunité, qui t'apportait un complément un peu à la Rafinha, un profil un peu plus créatif que ce que tu peux avoir avec un Gay qui peut suppléer un peu, pas exactement, mais suppléer un peu les qualités de Verratti quand il est pas là, au milieu. Après, Messi, moi j'ai trouvé que Ramos, quand tu as perdu Kouassi et Silva, et que tu proposes que Ramos sans savoir son état de forme, j'ai trouvé que c'était un peu léger en défense comme proposition. Est-ce que c'était la bonne solution? Voilà. Et pour Messi, moi tout de suite, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'on ne comprenait pas si, en n'ayant pas la certitude que Mbappé allait rester, je trouvais que ça faisait trop de profils, trop de stars. Et pour moi, un Mbappé, autant si tu as Neymar, Messi, mais un Mbappé, il y a un Di Maria qui a sa place, qui répond présent la plupart du temps. Je sais pas si c'était après là je pense que c'est un kiff, c'est un truc que tu te fais une fois, tu te dis j'ai l'opportunité Messi, et ça peut si on perd Mbappé, ce sera toujours mieux d'avoir Messi et Neymar, sauf que Messi et Neymar version 2021,
c'est pas le même délire que Messi Neymar des années 2012 à 2015 au Barça, quoi. Alors, Fouzia, sur Messi, je pense qu'on est tous d'accord. Hein. C'était surtout l'opportunité de l'avoir au sein de ton club, même si sportivement, on voyait qu'il commençait à décliner à Barcelone. Et surtout aussi le fait de l'avoir encore à Paris lorsque la Coupe du Monde 2022 va débuter à Doha. Pour le Qatar, je pense que c'est très intéressant d'avoir Messi qui pourra aussi peut-être faire l'ambassadeur, etc. Donc sur Messi, je pense qu'on est tous d'accord. Je vais donner 2-3 infos mercato qui concernent le PSG. Il n'y a rien de concret encore. Hein. Il y a eu un seul départ, on avait parlé, c'était celui de Rafinha en prêt en Espagne, c'était la Real Sociedad. Là, pêle-mêle, alors il y a toujours un intérêt de la Juventus pour Icardi. Alors on sait que il y aura peut-être un jeu de chaises musicales entre Barcelone, Juve et Paris. Barcelone veut récupérer Morata. La Juve veut remplacer Morata par Icardi. Donc pour l'instant, il n'y a rien de concret. Tout ce dont on est sûr, c'est que la Juve n'est pas en mesure de payer un transfert directement au Paris Saint-Germain pour acheter Icardi. Donc s'il y a deal, ça sera sans doute un prêt avec soit un prêt de 6 mois ou peut-être un prêt de 18 mois avec une option obligatoire d'achat aux alentours de peut-être entre 25 et 30 millions. Ce serait peut-être la meilleure solution. Pareil concernant Kurzawa, il y a quelques pistes, notamment une qui a l'air d'être sérieuse, c'est celle de la Lazio Rome. Pour l'instant, pas de contact établi, semblerait, ou léger prise d'information, mais rien de concret. Et j'y crois pas trop parce que on a vu que la femme de Layun Kurzawa était enceinte, et ça, je sais que c'est problématique de déménager, de faire des transferts dans ces conditions. Donc, moi, je pense que Kurzawa ne quittera pas le PSG cet hiver. Sinon, toujours pareil, hein, on attend des propositions pour Rico, pour Dagba. On en a parlé, une rumeur du côté de Saint-Etienne, mais rien de fait. Donc, pour l'instant, le mercato hivernal du PSG est assez calme. Il reste encore pas mal de temps, on n'est qu'au début, donc on aura l'occasion d'en reparler. Et le dernier sujet qu'on va aborder, et Fouzia, je sais que là, tu as un avis très tranché là-dessus, et Yacine aussi d'ailleurs, donc ça risque de faire un beau débat. C'est la polémique Neymar, encore une fois, malheureusement. On parle de Neymar toujours dans l'extra sportif, même si ça concerne un peu le sportif pour le coup. C'est l'autorisation du PSG qu'a obtenu Neymar de rester une semaine de plus en vacances. Alors oui, il est blessé, c'est vrai. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, il n'était pas apte à reprendre l'entraînement collectif. Mais malgré tout, avoir une semaine de plus, une semaine de vacances de plus, lorsque tes camarades de vestiaire sont rentrés eux pour s'entraîner dans le froid. Ça peut créer des tensions, des jalousies dans le vestiaire. Et au-delà de ça, Yacine, Neymar, il a quand même des devoirs envers le Paris Saint-Germain. Et qui plus est, quand tu es blessé, tu as des soins à faire. Tu dois voir les médecins du club, le staff, pour observer l'évolution de la blessure et l'évolution aussi du rétablissement. On est d'accord, Yacine? C'est vrai que c'est un peu choquant et on a l'impression que le PSG ne retient pas les erreurs qu'il a pu faire les années précédentes et continue à offrir des passes droits à un joueur qui, sur le terrain, ne le rend pas forcément, Yacine. Ouais, alors je suis un peu moins tranché que ce que tu dis parce que si tu as lu le papier puisqu'on échange avant de les publier. Alors, j'ai vu les arguments sur le fait qu'il fasse meilleur et que pour la récupération. Non, alors, ça, c'est des arguments aussi qu'on a entendus ailleurs et je suis plutôt d'accord avec ça. Mais malgré tout. Laisse-le développer. Il y a deux choses. Je commence sur la première partie, justement. Les joueurs professionnels, pour beaucoup, dans les grosses blessures, je parle, vont se soigner souvent chez eux, ou en tout cas à l'étranger, parce qu'ils ont un médecin, un kiné, quelque chose dans leur entourage qui leur permet d'être mieux soignés ou plus sereinement, en tout cas pour eux, plus confiance, etc. Et ça existe partout. Parfois, déjà, même les joueurs du PSG vont parfois se soigner au Qatar, à Clinique Aspetar. Donc, voilà. Et ça, c'est à la demande du PSG, Yacine. Oui, non, mais je veux dire. Pareil. Oui, non, mais c'est pour ça que j'explique. Voilà. Il y a le contexte de Neymar qui est bien chez lui. J'explique souvent que le mental, c'est 50%, pour pas dire plus, d'un joueur de foot. Évidemment que quand tu es plus à l'aise, tu es dans ton environnement, on est en plein hiver, il fait pas beau, il fait froid, et que tu peux aller te soigner au soleil, etc. Oui, il y a des chances que tu récupères un peu mieux. Après, c'est le cas Neymar, le problème. Parce que au PSG, on l'a déjà vécu,
Et le fait de l'envoyer là-bas, alors, je vais essayer d'expliquer deux choses. La première, c'est, imaginez-vous, parce que quand on parle de Neymar, de foot et tout, bon, ça prend toujours des proportions de foot. Mais imaginez-vous, vous, simplement, vous habitez dans un endroit où vous n'avez pas trop d'amis, etc. Vous êtes blessé, vous restez chez vous, et puis on vous dit, tiens, va voir tes potes à Paris pendant 10 jours. Mais est-ce que vous pensez sérieusement que si vous allez réellement vous soigner, vous allez passer le temps à revoir vos potes, à aller manger au resto, etc. Parce que c'est là le problème. Et c'est pour ça que j'explique qu'il y a quand même la position globale de ce que j'expliquais avant et la situation de Neymar. Parce que je vais raconter une petite anecdote que j'ai déjà racontée dans le podcast sur Mourinho et Schneider, et ça n'a même pas à voir avec la blessure. En 2010, quand l'Inter gagne la Ligue des Champions, en cours de saison, Schneider n'est pas bien. Mourinho le prend et lui dit, pars en vacances une semaine, tu as besoin de couper. Par contre, quand tu reviens, tu es investi à 100%. Mais va-t'en une semaine, prends ta femme et allez en vacances au soleil. Tu as besoin de couper, voilà, je le comprends. On est en pleine saison. C'est à l'Inter, c'est en Italie, donc en France, on n'a pas beaucoup parlé. Imaginons que quelqu'un fait ça au PSG, dit à Mbappé, tiens, va prendre une semaine de vacances, je vous annonce que c'est branle-bas de combat, TF1, le 21. Bref, Schneider, il va, et en fait, Schneider, sur les vacances, il écourte un peu ses vacances, parce que déjà, il considère qu'il a récupéré, et deux, il se dit, c'est exceptionnel ce que vient de me faire le coach. En pleine saison, il y a des matchs, le mec, il me dit, va couper, parce que là, c'est pas bon. Et revient, Schneider, il fait pratiquement sa meilleure saison. Voilà, puisqu'il gagne avec des champions, il est en finale de la Coupe du Monde, et en plus, il est très bon. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un peu le contexte Neymar, en dehors de la blessure. Tu as besoin d'être chez toi. Non, si. Tu as besoin d'être chez toi, etc. Maintenant, je termine là-dessus. Pourquoi c'est Neymar, c'est un problème? Parce qu'on sait très bien que Neymar au Brésil, c'est pas le Neymar de Paris. Parce que Neymar au Brésil, et en plus, lui, il se prend pas la tête, il communique sur tout. Et tous les soirs, on le voit, il est avec Néné, il est au truc, il est au poker, il est au machin. À un moment donné, quand tu veux réellement te soigner, quand tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour revenir plus vite, parce que je rappelle que dans un peu plus d'un mois, il y a quand même un petit match important. Voilà, je ne suis pas persuadé que tout soit fait pour que. Voilà. Et Neymar, je l'ai déjà dit ici, je termine là-dessus. Le problème de Neymar, c'est que il a fonctionné comme ça, jeune. Ça marchait, mais aujourd'hui, il a presque 30 ans. Le problème de Neymar, c'est qu'il est persuadé que c'est dans les matchs qu'il retrouve le rythme et que les entraînements, c'est la routine. Le problème, c'est qu'à un moment donné, à 30 ans, les entraînements, ils sont archi importants. Voilà, c'est pas que les matchs. Parce que quand il te fallait 3 matchs pour retrouver du rythme, à 30 ans, il t'en faut 5. Donc voilà, et c'est réellement le problème, c'est Neymar. Et on peut terminer plus globalement. Demain, s'il y a un autre joueur qui te demande ça, tu vas lui dire quoi? Non? Di Maria se blesse, il dit, ouais, je veux partir 10 jours en Argentine. Tu dis quoi, non? Alors, juste avant de donner la parole à Fouzia, là où je ne suis pas d'accord sur l'exemple que tu as donné sur Schneider et Mourinho, c'est que là, c'est différent parce que Neymar, ça faisait déjà une dizaine de jours qu'il était en vacances. Dans l'anecdote que tu racontes, c'est en pleine saison, il sent qu'il a un coup de mou, il lui dit va prendre quelques jours. C'est complètement différent. Non, Neymar a déjà. Je sais ça, je sais moi. Mousse, juste pour non, mais 2 secondes. Parce que juste pour préciser, pourquoi je donne cet exemple? Parce que je veux pas qu'on croie non plus que c'est des choses qui n'arrivent jamais dans les clubs en dehors de la blessure. Voilà, il y a des clubs qui le font, sauf que nous, on en parle moins. Non, là-dessus, tu as tout à fait raison. Et on se rappelle même, si on remonte à l'époque, l'histoire de Romario à Barcelone, etc. Avec le club, quand même. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Sauf que pour moi, l'exemple, il n'est pas bon parce que on part d'une situation où le mec est déjà en vacances. Il s'est reposé, il est blessé, mais il s'est reposé. Il a fait la fête, il a fait Noël, il a fait le jour de l'an. Il doit rentrer. Il doit rentrer pour, encore une fois, constater l'évolution de sa blessure, etc. Donc pour moi, l'exemple n'est pas vraiment bon. Il est déjà en convalescence. Oui, non, mais c'est pas pareil. T'inquiète pas, tu auras tout le temps de le défendre. Ne t'inquiète pas. Et voilà, c'est là où je veux en venir. C'est que pour moi, c'est juste les deux anecdotes les deux histoires sont différentes parce que lui était déjà en vacances et qu'au bout de 10 jours, tu es censé rentrer. C'est juste ça. Et il y a aussi l'histoire de, comme tu viens de le dire, les autres du vestiaire. Quand tu vas les punir parce que tu vas arriver en retard à une causerie ou un de ces quoi, qu'est-ce qu'il va dire au coach? Ah ouais, donc moi j'arrive 5 minutes en retard à la causerie, tu me mets même pas sur la feuille de match. L'autre, vous lui donnez une semaine de vacances, il joue jamais, il nous aide pas, il est tout le temps blessé, etc. C'était dans ce sens-là. Hein. Et pour finir, évidemment, pour ça, sur 2 minutes. Non, sur ça, Mousse. Sur ça, la déclaration d'Mbappé hier.
qui dit nous, on est venus et on a joué. Ah, tu penses que c'est lié? Ah, pardon, oui, d'accord. Okay. Ouais, il y en a beaucoup qui l'ont interprété comme ça, justement. Genre, en gros, nous, on a repris quand il fallait et on a joué. Non, mais voilà, c'est ça. Je comprends. Juste que je voulais dire avant de. Je finis là-dessus, je donne la parole à Fouzia. Non, j'ai perdu. Tu m'as coupé le fil. Voilà. Désolé, mais c'est parce que c'était en rapport. Non, après, sur ce que tu viens de dire à l'instant, Yacine, ça peut aussi être interprété comme nous, on joue le jeu face à. On est revenu avec des bonnes intentions face à une équipe de Coupe de France. Ça peut être juste. Voilà, c'est à toi de voir où tu mets ton curseur de bonne verre à moitié vide ou verre à moitié plein. Je trouve que c'était pas explicitement nous. Ces joueurs-là en a fait. Oui, non, mais du coup, voilà, tu peux, à partir du moment où c'est pas dit explicitement, ça peut être aussi interprété comme nous, on a envie de gagner, on est venu, on est sérieux en tant que collectif. On sait pas, on n'a pas pris un match de Coupe de France après 2 jours. Comme à la légère. Moi, je suis déjà à la première polémique Neymar, je trouvais que de toute façon, c'était un faux débat et que c'était de l'acharnement gratuit parce que c'est Neymar. J'entends effectivement que tu puisses dire que parfois, il a des attitudes qui paraissent être des passe-droits, qui paraissent être certaines choses, mais c'est parce que comme tu l'as dit, Yacine, il y a une partie de mental et on ne peut pas occulter, quand tu analyses Neymar ou même d'autres joueurs, on ne peut pas occulter que certains ont un caractère émotif, qui sont dans l'émotion et qu'ils ont besoin pour se recharger. Je mets Neymar un peu comme Verratti, c'est des gens qui puisent leur énergie chez les autres, là où tu vas avoir un Ibra qui peut peut-être puiser son énergie dans d'autres activités. Quand Ibra s'était blessé, moi j'ai le souvenir qu'il était allé en Suède, ça avait choqué personne en fait. Ça n'avait même pas fait réveiller quoi que ce soit comme débat, ni rien du tout. C'est parce que c'est Neymar qu'on s'est posé la question. C'est parce que c'est Neymar qu'on s'est dit mais est-ce que c'est normal que machin, etc. Quand on voyait Messi, bien avant Neymar au PSG, on voyait Messi partir en Argentine aussi pour des petites blessures ou des petites périodes, etc. Bon, voilà, on a vu, tu parlais tout à l'heure de Yacine de Schneider, mais on a eu d'autres cas, des gens qui ont des difficultés avec leur famille. On a connu récemment Icardi, mais avant, je ne sais plus quel joueur, j'arrive plus à remettre le nom, à l'Inter, qui avait des gros problèmes, un joueur de l'Est, je ne sais plus qui c'était, mais qui avait des gros problèmes avec sa femme. Exactement. Ouais, voilà. Donc après, il était dans une dépression. Le coach a dit non, mais. Je sais plus si c'est pas Brozovic, un des Croates de l'Inter. Non, c'est pas à l'Atalanta. C'est peut-être à l'Atalanta. Ah, peut-être l'Atalanta. L'année dernière, il y a 2 ans, l'attaquant de l'Atalanta. C'est possible. Mais c'était pour dire qu'à un moment donné, les coachs, ils sont aussi, ils font face à des situations individuelles et personnelles, humaines, qui font que tu vas ajuster. Et je reparlais tout à l'heure de cette interview qu'a donnée Jesus Pérez sur comment ça se passe au PSG et lui, ce qu'il a connu avant, c'est-à-dire dans des clubs où tu n'avais pas des superstars et aujourd'hui, un peu ce que tu disais Yacine, quand tu retrouves au PSG des joueurs qui décompressent à l'entraînement. Il disait, mais moi, avant, quand je jugeais de l'extérieur, quand j'étais dans d'autres clubs, il en a fait je sais pas combien, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années qu'il est avec Pochettino. Il était 4e club du coup, parce qu'il a fait l'Espagnol, Southampton, Tottenham. Non, 4e avec le PSG, mais il est allé en Arabie Saoudite, il a fait, il était avant en Espagne et tout. Moi, je parlais en tant qu'adjoint de Pochettino en fait, oui, non. Qu'il est avec lui, oui, il a fait l'Espagnol, Southampton, Tottenham et le PSG. Et en fait, finalement, c'est qu'au PSG il disait déjà qu'avant même d'arriver au PSG, quand il n'entraînait pas des gros clubs comme ça qui jouent en Ligue des Champions tout le temps, qui sont calibrés pour la Ligue des Champions, de loin, il se disait mais qu'est-ce que c'est que ça, ces clubs qui font que de la récup quasiment à l'entraînement, il comprenait pas. Et il a dit finalement quand tu es dedans, il est partagé. Il disait je suis très frustré parce que tu as envie de faire un système au mérite. Donc quand tu arrives, tu te dis c'est au mérite, à celui qui montre à l'entraînement et tout. Et en fait, diriger un club, c'est être pragmatique et mettre les meilleurs joueurs sur le terrain, pas forcément ceux qui ont le mieux travaillé, etc. Ouais. Est-ce que je peux te répondre sur l'exemple Ibrahimovic, 30 secondes? Parce que moi, je trouve que je suis pas d'accord avec toi. Donc si tu me permets, et comme ça après je te laisserai finir ton propos. Sur Ibrahimovic, l'anecdote que tu cites, c'est vrai qu'il avait demandé, je crois, il était parti chasser, je sais pas où, c'était un week-end, 2 jours, je crois, quelque chose comme ça. Non, je
parlais pas de ça, hein. Je parlais d'aller se reposer en blessure. Il avait eu un problème pendant 2 semaines ou je sais plus. C'était un peu plus long. C'était pas une demande personnelle. C'était une demande de rétablissement. Il était parti 2 ou 3 semaines. J'arrive plus à me souvenir. 2 ou 3 je me semaines, souviens des moments. Je pense Si, pas. parce qu'en fait, il devait y avoir peut-être des trêves ou des choses comme ça, et du coup, il avait raté, mais en espace, en quand temps, il avait eu son problème au talon. peut-être en cette allergie ou je sais plus, mais en tout cas, ça faisait à peu près, c'était plus de 2 semaines, c'était 2-3 semaines. Je dis pas qu'il a raté 2-3 semaines de match, mais il était parti 2-3 semaines pour sa blessure. C'était en pleine saison, c'était pas. Mais peu importe, parce que mon argument, enfin mon raisonnement sera le même en fait, parce que ce que t'accordes à Ibrahimovic à l'époque, vous vous rappelez du comportement d'Ibrahimovic, on pouvait pas lui reprocher son professionnalisme à Zlatan Ibrahimovic. En gros, lui à l'entraînement, il y était, pas de souci, tu vois. Mais Neymar, il sèche les entraînements. Non, je te dis que lui, il était sur le terrain, qu'il travaillait, qu'il arrivait 1 heure avant tout le monde, qu'il repartait 1 heure après tout le monde. Bref, tout au long de sa carrière au Paris Saint-Germain, tout le monde a souligné, que ce soit les gens du staff, que ce soit les joueurs de l'effectif, ont tous souligné que en termes de professionnalisme, il y avait… À l'entraînement, tu parles ou en dehors? Que ce soit à l'entraînement et même sa vie à l'extérieur de l'entraînement. Non, mais c'est pas la même chose. Pour moi, c'est pas la même chose quand tu parles de professionnalisme. Juste fini et puis après, tu pourras me répondre. Encore une fois, Ibrahimovic, il a été toujours, de son premier jour au dernier, il a toujours été professionnel. Il n'y a personne qui pourra jamais dire le contraire et personne ne pourra lui reprocher ça. C'est peut-être plus facile d'accorder ce genre on va dire, allez, entre guillemets, de petit passe-droit à un joueur qui te le rend et qui est professionnel, à qui tu ne peux rien reprocher, qu'à Neymar, qui a fait 2 premières saisons avec 2 grosses blessures, c'est vrai. Donc là, on peut pas trop lui reprocher. Il a été plutôt bon. Mais ensuite, on peut pas dire que les 2 dernières saisons, Fouzia, Neymar ait été irreprochable. Je vous rappelle les histoires de son anniversaire qu'on a fêté en grande pompe. C'était assez ridicule d'ailleurs. Le fait qu'on le laisse… À son arrivée, tu parles ? Le fait qu'on le laisse chaque année aller au carnaval ou à l'anniversaire de sa sœur, etc. C'était pas le cas d'Ibrahimovic. Ça n'a absolument rien à voir. Vas-y. Je pense que tu prends des choses anecdotiques pour généraliser. Aller au carnaval, d'ailleurs, il l'a pas fait chaque année. Finalement, il y a des années, à force de lui reprocher tout ça, il a changé des choses. Il a ajusté sa communication. Il fait toujours un peu de poker, toujours, etc. Mais par exemple, il communique sur les matchs pendant que l'équipe joue. Il montre qu'il regarde le match. Je pense que ça, il se force parce qu'on lui a fait des remarques. Après, moi, je suis pas là pour le défendre et dire qu'il est irréprochable. Je dis juste que moi, j'ai jamais entendu à l'entraînement des gens dire que Neymar était pas professionnel. J'ai jamais entendu ça. J'entends tout ce que j'entends. Il y a des joueurs où tu entends qu'ils arrivent, ils ont des problèmes, ils ont des problèmes avec le staff, etc. Donc sur l'aspect professionnel, c'est un peu comme Verratti. J'ai jamais entendu qu'à l'entraînement il n'était pas professionnel. La question, elle est toujours sur l'aspect extrasportif et la perception que les gens ont. C'est une échelle que chacun va mettre en fonction de sa sensibilité entre un peu hygiène de vie ou beaucoup hygiène de vie, beaucoup foutage de voilà. Et donc c'est là où ça va être des éléments qui touchent souvent à l'irrationnel, à la perception des réseaux sociaux, à une analyse qui n'est pas forcément concrètement la réalité. Que tu peux analyser avec une approche vraiment analytique au quotidien avec les données, etc. Donc, pour rebondir sur ce que disait Yacine, moi, je ne suis pas sûre. À titre personnel, je le suivais déjà au Brésil. Je l'ai suivi, c'est un joueur que j'adore. J'adore l'équipe brésilienne, donc je l'ai suivi. Je l'ai suivi à Barcelone et je le suis au PSG, évidemment. Moi, je crois que Neymar, il est constant dans son caractère et sa personnalité. Il a décrété, à tort ou à raison, selon les sensibilités, il a décrété que c'est comme ça qu'il est arrivé à haut niveau. Et c'est vrai qu'il ne se pose pas la question de est-ce que tu peux te permettre ça à 30 ans comme tu pouvais te le permettre avant, peut-être qu'il ne se la pose pas, mais il a trouvé son équilibre et en gros, il dit aux gens, ça a marché, donc moi je continuerai à faire ça. Mais son équilibre, je crois qu'il est le même, je crois qu'il ne fait pas plus à Paris qu'il fait au Brésil. La seule différence pour moi, c'est que là où ses potes viennent le voir au Brésil, où en fait c'est tout le monde qui vient à lui au Brésil et les mêmes choses qu'il fait à Paris, poker, les fêtes, les machins, bah là-bas il va les faire dans sa villa avec une piscine et avec du beau temps.
j'ai pas l'impression que de toute façon, au Brésil, c'est quelqu'un qui sort dans la rue ou qui profite de machin, etc., ou qui aille dans la pampa faire des safaris. Pour moi, c'est juste que tu vas le mettre dans des conditions, voilà. Et c'est là où moi, je comprends pas le truc. S'il est pas dispo, il est pas dispo. Qu'il peut pas s'entraîner avec ses camarades, faut arrêter. Il faut se dire, bah voilà, il est là-bas. Regarde, nous-mêmes, nous, êtres humains lambda, pendant le Covid, pour le travail, tu as des gens qui habitent à Paris dans des petits studios, etc., dans des petits appartements. Ben, c'est plus confortable juste pour aller travailler, d'aller à la campagne peut-être, ou chez tes parents, ou je sais pas où, là où tu as plus d'espace. C'est mieux pour travailler. Donc pour lui, pour récupérer, je comprends pas la logique des gens qui se disent juste par ego, pour montrer qu'on est fort, alors qu'on n'est pas fort au niveau de l'institution. On a des messages... on est en roue libre tout le temps, on n'a pas une communication de sévérité. On a un coach qui te dit texto, et là j'ai même son adjoint qui te dit, nous on s'adapte. Ils sont dans la méthode Pochettino, c'est une méthode d'adaptation, etc. Ils te disent, on fait au cas par cas, on regarde, on est dans la charge émotionnelle, etc. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on veut? On veut juste pouvoir dire, ah bah tiens, on l'a enfermé, c'est bien fait pour ça, comme ça on a montré que tout Neymar qu'il est, on a pu l'enfermer. Moi, si tu me disais qu'en le ramenant à Paris, il ferait mieux, ou ce serait mieux pour lui, je te dirais, ok, joue de ton truc. Mais c'est pas vrai. Pour moi, et c'est quelqu'un qui puise son émotion là dans ces trucs, donc si ça lui fait recharger ses batteries là-bas, etc., je suis pas sûre qu'il soit plus indiscipliné, si c'est ce que tu lui reproches. Donc autant qu'il le fasse dans des conditions meilleures, c'est-à-dire que en jouant de ses défauts, de ce que tu peux pas contrôler, tu pourras pas le changer, on le savait en le prenant, tu pourras pas changer Neymar, il faut se faire une raison. Donc il faut prendre de deux mots le moindre. Et pour moi, le moindre, c'est qu'il puisse récupérer au soleil, qu'il puisse récupérer au calme. Et là, tu parlais tout à l'heure de vacances, mais pour moi, il n'était pas en vacances, il est en convalescence. S'il était à une semaine de reprendre, tu vois. Ok, Fouzia. Là, je vais parce qu'on arrive au bout du podcast, mais c'est très bien. Mais on sera pas d'accord là-dessus, je te le dis. Non, je sais, j'ai compris. Mais c'est bien qu'on ait pu avoir cet échange. Et même Yacine, hein, finalement, je suis plus proche de Yacine que de toi. Hein. C'est vrai. Mais Yacine a pu me convaincre sur certains points, mais je reste quand même persuadé que Neymar, en gros, et après on arrête là, pour moi, il ne mérite pas ce passe-droit parce que ça fait 2 ans qu'il n'apporte quasiment plus rien au club. Et s'il avait été comme Zlatan à l'époque, quelqu'un de très décisif, quelqu'un de très professionnel, parce que le professionnalisme, c'est pas juste arriver à l'heure, faire l'entraînement et repartir. Le professionnalisme, et c'est pas Yacine qui va me démentir, c'est dans la vie d'un sportif. Moi non plus. Hein. Oui, bien évidemment, faut dire. Mais t'es professionnel sur le terrain et en dehors du terrain. Ce qu'on appelle les visibles, le sommeil, etc. C'est très important. Et ça Ibrahimovic, pour le coup, lui, était très professionnel. Ce qui n'est pas le cas de Neymar. Et c'est pour ça que pour moi, Neymar ne mérite pas tous ses passes droits parce qu'il n'apporte, pour l'instant en tout cas, il n'apporte plus rien à l'équipe. Et donc voilà, moi je m'interroge sur les raisons qu'on lui donne une semaine supplémentaire pendant que, même s'il est blessé, enfin je veux dire, mais tu vois, ta logique, elle est, Mousse, si je peux me permettre, ta logique, elle est déjà subjective. Oui, mais ta logique, elle est déjà subjective puisque c'est ta perception de qui mérite quoi. Évidemment. Et en fait, en gros, déjà le fait que toi tu dises, si un joueur est bon sur le terrain, alors il peut tout se permettre en dehors, c'est déjà une logique qui va pas avec ce côté institution. C'est-à-dire que c'est pas vraiment ce que j'ai dit, Fouzia. J'ai pas dit que s'il est très très bon et s'il participe à chaque victoire du club, il a le droit de tout faire. Je dis pas ça. Je dirais que entre non, mais tu lui accorderais des passes droits. Non, entre un joueur comme Zlatan Ibrahimovic et un joueur comme Neymar, je trouve que tu peux donner un petit passe droit à un joueur, c'est pas faire n'importe quoi, hein. C'est que voilà, s'il a besoin de 2-3 jours, tu peux étudier le cas et à la rigueur lui donner. Sauf qu'à Neymar, depuis qu'il a signé en 2017, il a eu que ça des passes droits. Et aujourd'hui, force est de constater qu'aujourd'hui, 5 ans après, si tu me dis que le passage de Neymar il est réussi. Non, mais c'est pas une question de réussite, c'est une question de ce que toi tu mets comme critère pour évaluer le mérite. C'est juste ça. Moi, je suis pas là pour dire est-ce que c'est bien, c'est pas bien. C'est pas moi qui. Je suis pas détentrice de ça. C'est juste que je suis en train de te dire que même ta méthode, elle est pas. Moi, ce que j'entends par institution, c'est des règles uniformes pour tout le monde. Oui, c'est quelque chose qui fait que
que tu sois à la Juve, par exemple, et que voilà, il y a pas de discussion, il n'y a pas de c'est Neymar, c'est CR7, c'est je sais pas qui, c'est je sais pas quoi. Et donc, du coup, déjà, quand tu es en train d'essayer, tu vois, même un Ibra, quand tu lis son livre, un Ibra, il te dit que au début, avant de rencontrer sa femme, il passait ses... Oui, Ibra, quand il te dit, quand j'ai rencontré ma femme, en fait, je passais des nuits entières à la PlayStation parce que je ne trouvais pas le sommeil. Tu fais quoi? Et il le mettait pas sur les réseaux sociaux. Donc, tu fais quoi? Si ta gestion de sommeil, elle est différente, tu peux partir du constat, et on le fait tous, le sommeil est important pour les joueurs et il faudrait qu'ils dorment. La question, c'est quand ils n'arrivent pas à dormir, est-ce que c'est qu'ils ont tout fait ou est-ce qu'ils gèrent leurs insomnies différemment? Voilà, c'est juste ça que je disais. Non, je comprends. Mais après, c'est un débat qui est intéressant. On aura l'occasion d'en reparler. Mais comme là, ça fait quand même où on n'est pas loin de l'heure 30 là. Donc, Yacine qui a entraînement juste derrière. Il faut qu'on le libère. Mais en tout cas, Fouzia, ça a été un plaisir que tu participes à notre podcast. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. J'espère que tu as apprécié. Merci pour l'invitation. C'est très sympa. C'est avec plaisir. Et puis, sincèrement, j'espère vraiment que tu reviendras et qu'on ait le temps d'aborder d'autres sujets. Merci en tout cas à toi, Fouzia. Merci. Petite info, Donnarumma positif au Covid. Ah, ça vient de tomber? Ouais. Voilà, ça, après, on se doutait qu'il y allait y avoir d'autres cas avant Lyon. Ça va être très, très compliqué. Bon, Ouais. bah, voilà. L'info vient de tomber. Donnarumma est positif. Est-ce que Verratti l'est ou pas? Pas encore. Je suis déjà étonnée qu'il ne soit pas. Merci à vous deux. Merci Fouzia. Merci Yacine. Merci à vous. Et puis, on se retrouvera, nous, lundi prochain, juste après le match face à l'OL. Paris se déplace à Lyon dimanche 20h45 et on se retrouve nous lundi pour débriefer le match. Salut à tous. Ciao. Salut.